I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Can she be late for her cinema show? Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Parlez-vous, con de mime! Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe, puis vous mettez du sucre dessus? La mer suce des queues en enfer. And I am the best film director in the world. Bonsoir amis cinéphiles et bienvenue dans The Cinema Show, votre rendez-vous hebdomadaire pour parler et débattre de l'actualité cinéma. Que vous soyez en live sur Twitch ou sur les ondes radio du 102.2 FM de Radio Campus Montpellier ou bien en rediffusion sur YouTube, Deezer et Spotify, vous êtes au bon endroit pour assister à ce qui va probablement être ma dernière émission en tant que présentateur, hein. Vous inquiétez pas, mes chroniques sur les plans séquences interminables à bord de voitures françaises années 90 ou bien sur les comédies musicales que tout le monde aime et que je trouve particulièrement minables seront là pendant au moins encore quelques semaines. Ce soir, pour ceux qui ont la vidéo, vous avez pu plus ou moins reconnaître les chroniqueurs qui vont m'accompagner et vous devez vous dire une chose. La vache, il y a donc plus personne pour faire The Cinema Show. Ouais, non, la composition des équipes n'a quasiment pas changé depuis un mois, j'ai l'impression. On a Hugo et moi-même qui sont là tellement de fois qu'on a fini par s'installer à l'étage du local de la radio. On a Lucas qui s'est fait virer de challenge technique et qui se retrouve sans arrêt en plateau. Et on a tellement de mal à voir les autres habitués qu'on voit jamais, qu'on allait chercher de nouvelles têtes, comme avec Victor qui est stagiaire chez les matinales, voilà. Bon, plus sérieusement, comment ça va ce soir, Hugo ? Ça va, on a vu un très bon film. Ouais, bah n'abuse pas, on en parlera tout à l'heure de ce film de merde. Lucas, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Eh bah ça va, parfait, voilà. Et Victor, chaud pour ta première ? Ouais, ça va. J'ai vu de la lumière, je suis rentré. Et depuis, il est pas ressorti. Voilà. On n'oublie pas également toutes les personnes en régie, à savoir Yanis au son et Costa accompagné de Simon à la vidéo, sans qui cette émission ne serait pas possible ce soir. Costa, on l'a recruté en tant que chroniqueur il y a un mois et on veut déjà le cacher dans la loge. Bon bah on sait, on va finir Victor prochainement. Hein. Ce soir, 3 films sont au programme et vont être débattus, mais aussi battus, hein, littéralement, vu les avis divergents de l'équipe. On parlera de Partir un jour d'Amélie Bonin, de Destination Finale Bloodlines de Zach Lipovski et Adam B. Stein et Se souvenir des tournesols de Juan Gordillo Hidalgo et Sandrine Mercier. Rien à voir avec la maire de Paris, Hidalgo, hein, pas Mercier, voilà. Ce soir, nous aurons également au programme les news, ainsi qu'un petit point sur le déroulement du Festival de Cannes, réalisé par notre cher expatrié Luca Bernardini. Viendront les débats sur les films de la semaine et le top de l'équipe TCS. Nous enchaînerons avec une interview de l'équipe ayant remporté le dernier 48 heures Homemade Edition, le prix attribué par l'équipe TCS de The Cinema Show. Puis nous allons nous affronter au travers du fameux quiz présenté par Hugo et nous terminerons par les recommandations de la semaine, mais d'abord les news présentées par moi-même. Now, Buffalo's #1 news team. Good evening and welcome to Eyewitness News at 6. I'm Susan Ortega. And I'm Evan Baxter and here's what's making news. Et comme énoncé juste avant le jingle, c'est moi qui vais m'occuper des news ce soir. Mes festivals de Cannes obligent, ça va être assez court étant donné que les actualités cinéma sont mises en suspens pendant la période monopolisée par la Croisette et la Palme d'Or. On a cependant au moins un petit peu de contenu à nous mettre sous la dent. On commence ce mercato avec un biopic centré sur l'acteur Jean Gabin qui serait en préparation. Après le succès qu'a été Monsieur Aznavour l'année dernière, le cinéma français semble donc continuer sa lancée en offrant des récits centrés sur ses icônes nationales. Et pour incarner cette grande figure du cinéma du siècle dernier, ce sera l'acteur Benoît Magimel, détenteur de 3 Césars dont 2 du meilleur acteur, qui sera de la partie. Le film sera réalisé par Thierry Cliffat, à qui on doit notamment des films comme Tout nous sépare en 2017 ou bien encore La femme la plus riche du monde qui est actuellement projeté à Cannes. Le film se centrera surtout sur le début de carrière de Jean Gabin jusqu'en 1949 en évoquant notamment son implication dans l'armée durant la Seconde Guerre mondiale. Reste à savoir si Benoît Magimel réussira à interpréter l'acteur aux 96 films. Le tournage débutera au début du printemps 2026.
On continue avec un autre biopic français également en préparation, cette fois axé sur l'ancien ministre de la Justice Robert Badinter, à qui l'on doit notamment l'abolition de la peine de mort en France en 1981. L'homme qui a été durant sa vie professeur de droit, avocat au barreau de Paris, ministre de la Justice, président du Conseil constitutionnel et sénateur, rien que ça, sera incarné par l'acteur Guillaume Canet, qu'on a pu apercevoir dernièrement dans Hors Saison en 2024 ou dans le tristement flopesque Astérix Obélix l'Empire du Milieu sorti en 2023. Le biopic en collaboration avec Pathé sera réalisé par Simon Jacquet, qui a notamment travaillé sur le montage de certains films, comme Le Grand Bain, Bac Nord ou encore L'amour ouf. Le monteur a été nommé à 5 reprises au César pour le meilleur montage. Reste à savoir si sa réalisation sera également qualitative. En attendant la sortie du film, la panthéonisation de Robert Badinter est prévue le 9 octobre 2025, date d'anniversaire de l'abolition de la peine de mort. On termine ce mercato par une news qui fera sûrement plaisir à Simon, puisque le casting du prochain film de Céline Song, la réalisatrice de Past Lives, film ayant figuré à la première place du top 2023 de Simon, a été révélé. Son deuxième long métrage s'appellera Matérialiste et sera porté par Dakota Johnson, qu'on a vu récemment dans Madame Web, mais aussi Pedro Pascal, qu'on voit prochainement dans Les 4 Fantastiques, et enfin Chris Evans, qui était dans le dernier Deadpool et Wolverine. Le film sera une comédie romantique et retracera l'histoire d'une jeune femme coincée dans un triangle amoureux entre son dernier match et son ex. Le film est prévu dans les salles françaises le 2 juillet 2025. Est-ce que vous avez des réactions sur ce mercato ? Oui, Guillaume Canet. Ah bah voilà. Oui, non mais toi, non. Je savais qu'à partir du moment où on allait parler de Guillaume Canet, t'allais foncer dedans. Non mais Guillaume Canet, il y a Guillaume Canet, l'un des derniers ministres. Robert Badinter. Je ne connais absolument pas, donc je suis très heureux que Guillaume Canet il a la prête parce que ça va m'amener à y aller et à prendre des sauces que je ne... C'est pas, donc c'est magnifique, on est là, et Céline Song, très très curieux de voir ce qu'on est américanisé. Ouais, parce que son premier long métrage en tout cas était très axé quand même sur la culture asiatique. Mais là, ouais, on a une espèce d'américanisation un peu comme on a pu l'avoir cette année avec le dernier film de Bong Joon-ho, voilà, je cherchais mes mots, avec Mickey 17, donc reste à voir ce que ça donne, et pour le reste après je sais pas, mais Benoît Magimel Benoît Magimel en Jean Gabin, pourquoi pas, je vois pas, je trouve pas qu'il a la tête pour je trouve déjà que Benoît Magimel a plus la tête de Jean Gabin que Guillaume Canet a la tête de Robert Badinter quand même. Ouais, malheureusement je suis d'accord. Ouais. Parce que Robert Badinter, le problème c'est que c'est pas seulement un personnage, mais c'est que derrière il a une façon de parler, il a une façon de s'exprimer, et j'ai l'impression que ça collera pas trop avec Guillaume Canet. Je vois très très mal Guillaume Canet. Après, il arrive parfaitement à se métamorphoser, à vraiment apprendre les langues, de vraiment changer son style, donc normalement ça peut passer. Reste à voir alors si ça se fera. On enchaîne ces news avec un projet pour le moins très inattendu, puisque Netflix et la société des jeux mobiles Supercell vient d'annoncer cette semaine la sortie d'une série sur Clash of Clans, le jeu mobile emblématique du studio finlandais. Alors pour ceux qui ont vécu dans une grotte depuis plus d'une décennie ou qui ont plus de 30 ans, fais gaffe à toi Simon, Clash of Clans, c'est un jeu de stratégie en multijoueur dans lequel vous devez construire et améliorer votre village, tout en vous battant contre d'autres joueurs en ligne. Considéré comme un pionnier du jeu vidéo mobile avec d'autres comme Angry Birds, Subway Surfer ou bien encore Doodle Jump, Clash of Clans c'est surtout 500 millions de joueurs depuis 2010, faisant de lui l'un des meilleurs jeux mobiles et surtout l'un des plus connus à travers le monde. Une série Clash of Clans existait déjà sur YouTube depuis 2014 et s'appelait Clash Arama et mettait en scène les personnages iconiques de la franchise, mais elle était intégralement produite par Supercell. L'alliance de ces derniers donc avec Netflix montre leur volonté de vouloir attirer un nouveau public à l'heure où les gros jeux du studio comme Clash Royale, Boom Beach et Hay Day sont de plus en plus abandonnés par leur communauté. La faute à une stratégie marketing poussant les joueurs à mettre toujours un petit peu plus la main au porte-monnaie, ce qui n'est pas sans rappeler la stratégie marketing de Netflix. Comme quoi ce qui se ressemble s'assemble. Une réaction sur cette news pleine news vidéoludique? En vrai, il faut pas oublier que Netflix a fait une série, une très grande série qui s'appelle Arcane, qui est le principe d'un jeu vidéo, qui revient d'un jeu vidéo quand même. Donc une série sur Clash of Clans, ça me dérange pas. Pourquoi pas? À voir. La question étant, moi, c'est ce que je me demandais, parce qu'au vu des visuels qu'on avait eus, ça avait pas trop l'air de ressembler visuellement à la patte qui avait été instaurée par la première série de Clash of Clans. Je sais pas si vous l'avez vu, Clashorama, vous l'avez pas vu à l'époque? Non, oui, c'est un 2D, et là je pense que ça va partir sur un truc 3D, donc je pense que c'est complètement différent. En vrai, si c'est un peu pris au sérieux le projet, ça peut être bien.
Bah, avec les récents succès des petites séries comme ça, comme par exemple la Astérix Obélix, le combat des chefs, je pense que ça peut fonctionner, ouais. Mais est-ce que ça arrivera à réattirer Ça va pas être une grande série, à mon avis, mais ça peut être divertissant. Non, c'est pour tirer le filon avec tout ce qui se fait en ce moment, Minecraft. Il n'y avait pas un Zelda aussi qui était prévu. Zelda est en préparation, c'est sûr. Ouais. Moi, je vois juste ça comme, encore un énième studio qui essaye de tirer le filon pour ramasser un petit pactole, quoi. Ouais, mais Nintendo, ça va parce que il y a un intérêt cinématographique dans le fait d'adapter ça. Super Mario, il n'y a pas d'intérêt cinématographique. Super Mario aussi, quand même. Super Mario, quand même. Attention. Mais pour Clash of Clans, j'ai du mal. J'ai du mal. Déjà, le concept même du jeu vidéo, je trouve que ça colle pas forcément. Donc, on verra 10 heures. Ouais, à voir ce que ça donne aussi. Et on termine cette page de news avec une polémique autour de Fortnite. Décidément, on parle que des jeux vidéo dans cette émission. On devrait la renommer The Cinema and Video Game Show. Bref, le jeu vidéo phénomène du studio Epic Games est impliqué dans une polémique autour de l'utilisation d'un personnage, à savoir Dark Vador, de la saga Star Wars. Le problème ne vient pas tant de l'utilisation de ce personnage, mais de ce qu'ils en font au sein du jeu. En effet, Dark Vador a été intégré dans Fortnite et les joueurs peuvent discuter avec lui grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle, exactement comme avec un chat GPT. D'autant plus que l'IA se base sur la voix du regretté James Earl Jones, l'acteur prêtant sa voix iconique au Seigneur des Forces du Mal. Alors certes, le studio a eu l'accord des ayants droit pour l'utilisation de la voix de l'acteur, mais le problème reste que c'est une IA, et une IA, ça exécute ce qu'on lui demande. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé sur les réseaux sociaux avec un florilège de vidéos montrant Dark Vador parler de poitrine féminine ou bien encore de proférer des insultes ou des propos racistes. Pensant régler le problème via l'intégration d'un patch correctif, Epic Games s'est vu pourtant attaqué par la SAG AFTRA, oui c'est ça, le collectif américain représentant les acteurs et les doubleurs au cinéma, qui juge déloyal envers le jeu l'utilisation de l'IA pour le doublage de Dark Vador, au détriment d'engager un véritable acteur de doublage, et a donc déposé plainte pour pratique déloyale de travail. Est-ce que vous avez une réaction sur cette énième news de l'IA ? Alors je pense que je suis le seul à avoir joué à Fortnite et à avoir testé ce truc. Éthiquement, c'est pas fou. Mais qu'est-ce que c'est une bonne idée par contre? T'as Dark Vador qui se bat à côté de toi. mais tu concrètement, comment ça marche en fait? En gros, tu dois, c'est le Battle Royale, tu dois avoir. Non, pas Fortnite, mais le truc avec Dark Vador en IA. Voilà, donc en gros, tu recrutes Dark Vador. Ouais. Voilà, et tu parles avec lui. Et en vocal? Un vocal, oui, okay. Un vocal. Et tu vas demander d'attaquer, de défendre, et tout comme ça. L'idée est exceptionnelle. Ouais, en vrai, c'est stylé sur le papier. Éthiquement, reprendre la voix d'un acteur mort, c'est problématique. Parce que c'est toujours ce débat, est-ce qu'il faut que l'acteur continue sa vie d'artiste, son travail ou pas? C'est compliqué à répondre, et on a encore un exemple cette semaine, c'est l'acteur Will Renoir où tout le monde a demandé qu'on retire ses musiques. C'est pareil, est-ce que la mort d'un artiste signifie son mort de son travail? Après, Will Renoir, c'est pour des questions religieuses aussi. Religieuses, mais c'est un peu pareil aussi. Oui, je vois, oui. Mais est-ce qu'on doit continuer à utiliser le travail? Et c'est la question qu'on se pose, voilà. Et on a aussi eu ce problème-là en France avec le doubleur de Sylvester Stallone qui a été utilisé. Sa fille lui a donné le droit pour une bande-annonce. Ouais. Donc il y a ce problème perdu dans différents pays. Et ça, c'est assez dramatique parce que c'est quand même l'art qui est touché. Bah c'est l'art, mais surtout c'est la voix au fait. Et c'est mine de rien, on oublie de le rappeler, mais la voix c'est propre à un individu et c'est quelque chose d'ultra personnel. Donc ouais. Mais on en avait parlé justement aussi de cette voix d'Alain Dorval là, qui était complètement détruite au niveau des émotions, qui n'arrivait pas au fait à avoir des émotions, et vraiment ça se voyait que c'était une voix fait par IA quoi. Et c'est dommage au fait. C'est dommage d'en arriver là alors qu'on a des gens c'est le métier, ils sont payés pour ça, ils en font leur métier passion et on les met pas en avant quoi. Et surtout qu'il y a eu des voix supplémentaires à la voix originale de Dark Vador. Alors pourquoi choisir cette voix-là? Mais du coup, toi qui as joué, t'as pu voir ça. On la reconnaît, la voix de Dark Vador? Oui, on la reconnaît. C'est vraiment la voix de Dark Vador dans les premiers épisodes. Et du coup, c'est un peu problématique. Mais le débat, c'est où est-ce que la vie d'un artiste s'arrête. Voilà. Eh bah écoutez les copains, merci beaucoup pour cette page de news. Et bah sur ce, on va faire un petit point au Festival de Cannes. Alors vous allez m'écouter attentivement parce qu'il y a un ex-aequo. En direct de la Croisette. Je préfère la folie des passions à la sagesse de l'indifférence.
Le point Cannes de The Cinema Show. Alors, pour ce point Cannes, nous sommes en direct avec Lucas, le célèbre réalisateur de Roy Shaw. Alors, Lucas, j'ai une petite question pour toi. Déjà, est-ce que ça va? Comment ça va? Ça va et toi? Eh ben, écoute, ça va super. On est en duplex. T'es très beau, dis donc. Bah écoute, c'est très gentil. C'est vrai que je suis très beau. J'ai un t-shirt Cookie Monster. Elle est là, ton autre marionnette ou pas? Elle est derrière. On voulait la prendre pour Alain Chabat, mais en fait, vu qu'on s'est pris la pluie, on l'a pas pris. Oh merde. Alors, pour commencer, petite question. Est-ce qu'il y a un événement qui a été assez marquant là, dans cette dernière semaine du Festival de Cannes? Ah bah, il y en a eu plusieurs, hein. Franchement. On s'est bien fait surprendre par le film Splitsville, dont on n'attendait rien. On y allait juste pour faire la vanne de Dakota Johnson. Et en fait, non seulement le film est extraordinaire, mais en plus, on était encerclé par des célébrités improbables. J'ai tourné la tête, j'ai vu Jason Momoa, j'ai rien compris. Mais vraiment, vraiment très très bonne surprise. Après, ouais, il y a eu les événements. Il y a eu le gala de Mission Impossible, c'était assez dingue. Et j'avoue que la séance d'Alpha l'ambiance était étrange. Pire, la séance du Spike Lee, l'ambiance était terrible. L'ambiance était terrible, c'est le public qui réagissait pas forcément bien ou Bah, c'est même pas que le public réagissait pas forcément bien, c'est que tout le monde rigolait à des scènes où on n'était pas censé rigoler, quoi. Ah oui, d'accord, ok, on en est à ce niveau-là, quoi. Tout le monde était mort de rire, quoi. Et bah du coup justement tu parlais d'Alpha, de certains films. Est-ce que potentiellement t'as déjà un petit pronostic? Ah bah il y a Hugo qui est juste derrière. Est-ce que vous deux vous avez des pronostics potentiellement sur le récompensé à Cannes? J'ai pas vu Hugo qui est juste derrière. Ça va Hugo? Ah oui il est en slip. Pronostic, en fait on a plein de trucs, mais en fait, on a vu beaucoup de critiques parler de Sirat, qu'on a malheureusement raté. Il paraît que c'est assez dingue. Pour l'instant, la Palme d'Or, ça se tend plutôt vers lui. Après, de ce qu'on a vu, on a des gros pronostics pour l'interprétation masculine. Tahar Rahim dans Alpha, ce serait du vol qu'il n'est pas. Et pour l'interprétation féminine, Jennifer Lawrence dans Die My Love, même si on n'a pas trop kiffé le film, c'est vrai qu'elle est très impressionnante. Ouais. Après, c'est compliqué de savoir exactement là, parce qu'on a eu tellement de films très 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 différents dans la sélection officielle. Donc ouais. Et il y a peut-être d'autres gros films aussi que vous avez pu voir dernièrement et qui sont en compétition aussi. Je pense notamment au dernier film de Wes Anderson par exemple, The Fauchin. Le film de Wes Anderson. Voilà. Le prochain film de Wes Anderson. C'est un bugué sur la façon de le dire. Phoenician Scheme. Voilà, merci. C'est le monsieur en slip qui me l'a dit. Alors, moi j'ai bien aimé, mais par contre, en fait, le truc c'est qu'il faut accepter le fait que Wes Anderson il cherche pas du tout à se renouveler, que ça ressemble à tout ce qu'il fait. Donc en fait, c'est très sympa si t'es fan de Wes Anderson, mais si t'en as déjà marre de son style, faut pas tenter. Après, on a vu Eddington, le nouveau Ari Aster, et on a été très 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 déçus. C'est vrai que moi je suis très très fan de ce que fait Ari Aster, et là on a l'impression qu'il s'est complètement perdu dans son sujet, qu'il essaie de parler de trop de choses. Vraiment, ça commence comme un épisode de South Park et en fait il se perd complètement en route et c'est décevant. Après il y a eu le Spike Lee. Le Spike Lee c'est vraiment lunaire, je te jure, j'arrive pas à me rendre compte de ce qu'on a vécu. Ça a duré 2h13, ressenti 7 ans. Quand je suis sorti de la salle, je pensais que j'avais des gosses qui étaient à l'université alors que j'ai même pas d'enfants. Non, mais, Denzel Washington, enfin, c'est vraiment, ce film est terrible. J'espère que vous pourrez le voir quand il va sortir pour vous rendre compte à quel point ce film est terrible. Donc du coup, tu nous recommandes de voir un film mauvais? Je vous recommande de voir IS to l'Ouest. De toute façon, ça sort sur Apple TV, donc bon. Mais ouais, c'est dingue. Je vous jure que je pensais pas qu'on verrait ça. C'est le Mégalopolis de cette année. Donc alors attention parce qu'il y a Hugo qui va pas être d'accord du tout. Au niveau du programme, t'as vu quoi comme film par exemple? Avec Hugo, vous avez vu quoi comme film aujourd'hui? Aujourd'hui, alors ce matin on est allé voir Eleanor the Great, le premier film de Scarlett Johansson. Ensuite, on est allé voir Planète. C'était lunaire, c'est littéralement un film sur 4 Aken de pissenlit qui vivent une aventure. C'est ça le pitch.
Ah oui, effectivement. Putain, on en sort. Ah oui, on est allé voir Exit 8, l'adaptation du jeu vidéo, et ça fait partie de mes plus gros coups de cœur de Cannes aussi. Il est vraiment très 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 bien. Ouais, et ton plus gros coup de cœur de tous les films que tu as vus à Cannes pour l'instant, ce serait lequel? Moi, j'aurais dit que, en fait, j'en ai 4 que j'ai trouvé géniaux et que j'arrive pas trop à départager. Ce serait donc Splitsville, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est une comédie qui est vraiment extraordinaire, qui est super inventive, qui prend du slapstick, qui prend du jeu de mots, qui prend de tellement de styles de comédie. C'est extraordinaire. Après, il y a le film de Raphaël Quenard, I Love Pérou, où on s'attendait à un vlog de Raphaël Quenard au Pérou, et en fait, c'est vraiment une comédie qui est absolument extraordinaire aussi, qui est super drôle, qui sait exactement taper là où ça fait mal, qui va super loin dans l'humour noir, mais qui se perd jamais. Il y a aussi The Plague, qui est un film sur le harcèlement, qui est un film sur la cruauté que les enfants peuvent avoir, et qui est très 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 touchant, et qui est un des rares films à avoir fait que j'ai un peu grimacé pendant une séance. J'étais un peu là, j'ai pas trop envie de voir ce que vous êtes en train de faire. Et du coup, Exit 8, qu'on a vu donc tout à l'heure, qui est l'adaptation du jeu vidéo et qui a exactement, parfaitement compris comment adapter un jeu vidéo. Ça utilise les mécaniques du gameplay du jeu et ça les adapte dans un contexte de cinéma, et la mise en scène est tellement inventive, c'est vraiment extraordinaire. Et du coup, je vous encourage, Maxime, tu vas potentiellement aimer Exit 8 parce que ça fait pas très peur et il y a beaucoup de plans séquences. Bon, ouais, il y a des plans séquences, alors je vais y aller. Je vais aller le voir. Alors, est-ce que pour finir, peut-être t'as une petite anecdote ou un truc que vous avez fait, potentiellement une célébrité d'une 60aine d'années, très très connue, avec qui j'aurais adoré faire une photo, que vous avez pu rencontrer? Oui, c'est vrai qu'on a rencontré un monsieur. Alors, il est venu, on savait pas trop qui c'était. Donc il vient, il monte sur scène, il dit oui, un film de Barry Levinson. Il passe le film de Barry Levinson, c'était sympa. Après, il revient parler, le gars bavard. Il nous dit oui, la comédie, oui, Mel Brooks, oui, les ânes, oui, Tonnerre sous les tropiques. Il nous passe une scène de Tonnerre sous les tropiques. Bon, si vous voulez, monsieur. Donc à la fin, le gars, il nous était sympathique, donc on a quand même pris une photo avec lui. Je crois qu'il s'appelait Alain Chabat, je crois. Ouais. Le gars est probablement juif. Non, c'était très très sympa. Le type est adorable. Non, vraiment, c'était un rêve de le rencontrer. Et avec Hugo, on a tremblé pendant 25 minutes après. On a pu échanger quelques mots avec lui. Et ça nous a beaucoup touché. Ça avait l'air de l'avoir touché aussi. Donc c'était magnifique comme moment. Vous avez été aussi touché par Caris ou pas? Quoi? Ah, putain, Caris, mec. Vraiment, on sort de la séance de l'Indomptable. Et on est dans la rue. On marche. Et Caris, il est en train de prendre des photos avec un photographe. Vraiment, on passe devant lui. Devant. Il était là, on était là, vraiment, à 2 cm. Et c'était vraiment hilarant. Et il est très beau. Bravo, tu es très beau. Eh ben écoute, Lucas, merci beaucoup pour ce petit débrief Cannes. Je te laisse retourner retrouver Dakota Johnson, ça te va? Ouais, avec plaisir. Bon, pour l'instant, j'ai pas trop Dakota Johnson, j'ai plutôt Hugo en slip, mais ça me va aussi. C'est à peu près la même chose. Bon, et ben merci beaucoup, Lucas. Et puis bonne fin de festival. Et on passe sans plus tarder à notre partie débat de la semaine. Commençons sans plus tarder par le film qui a fait l'ouverture du Festival de Cannes, à savoir Partir un jour d'Amélie Bonin. Le court-métrage du même nom avait brigué le César du meilleur court-métrage en 2023, mais qu'en est-il de la version de long-métrage? On voit ça tout de suite. Salut maman. Oh ma fille. Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est toi qui l'as appelée? La question c'est plutôt qu'est-ce que toi tu fais là? Bah alors Béguin, tu t'es perdu? C'est sûr qu'en bougeant jamais du bled où t'es né, toi tu risques pas de te perdre. Je suis là parce que mon père avait un infarctus. Ah merde. Il faut pas que je m'énerve. Et ça m'énerve. C'est toi la dame qui a gagné Top Chef? Oui, j'ai mon resto à Paris, tu sais. Oh putain, c'est je baisse. Je baisse. Allez, ça part pour la vite, Mais c'est pas cool. Je vais devoir rester plus longtemps finalement. C'est compliqué avec mon père. Faut savoir ce qui te fait rire. Il y a bien encore qu'ici qu'on fait de la Macédoine. C'est qui ce mec? Raphaël, mon vieux pote de collège. Sofiane, mon mec. Cécile m'a beaucoup parlé de toi. Moi, elle m'a pas parlé de toi du tout. Tu veux juste t'acharner et mourir ici, dans cette cuisine? T'as qu'à rester nous aider. Mais j'ai une vie, putain, papa. Oh bah ça, on avait bien compris, hein. Je sais pas comment tu fais, parce que moi, je le trouve particulièrement insupportable.
Mais moi aussi, je le trouve insupportable. Qui dit crise, Des mondes, des famines, des tiers-mondes, qui dit amour, dit les gosses, dit toujours et des divorces. alors on danse. S'il y avait un problème, tu me le dirais. Bah, tu veux que je te fasse une roue arrière, rien que pour toi? C'est trop tard, mec. Alors que Cécile s'apprête à réaliser son rêve, ouvrir son propre restaurant gastronomique, elle doit rentrer dans le village de son enfance à la suite de l'infarctus de son père. Loin de l'agitation parisienne, elle recroît son amour de jeunesse, ses souvenirs ressurgissent et ses certitudes vacillent. Hugo, qu'est-ce que tu as pensé du film ? Waouh, c'était un énorme coup de cœur. Vraiment, j'ai adoré ce film. Vraiment, j'en ai chialé pendant 20 minutes après. C'est un film exceptionnel. Vraiment, ça parle de l'amour qui fait le plus mal, celui qui était impossible, l'amour impossible qu'on a eu. On a eu ce flirt qu'on a presque abouti. Et ce film raconte ça, c'est fantastique. J'adore chaque élément du film. J'adore Juliette Armanet, j'adore Bastien Bouillon, j'adore François Rollin, j'adore Dominique Bonin. C'est un pur chef-d'œuvre. J'adore les musiques, vraiment. Au début, on se dit, mais où ça part Est-ce que ça va être une comédie musicale un peu ratée, tout ça? Mais dès la première séquence musicale qui reprend Stromae, c'est magnifique. J'adore ce rythme qui est infusé dans ce film. Et après, on continue cette découverte et tout ça. Il y a des séquences monumentales que j'adore, notamment François Rollin qui chante Dalida. J'en ai pleuré, c'était incroyable. On parle de la campagne, de là où je viens, de toutes ces musiques qu'on connaît par cœur, qu'on a forgé ces musiques. Je prends par exemple le groupe d'amis qui ont leur propre QG. J'ai même moi aussi un QG pareil, ça me rappelle plein de souvenirs comme ça. Je pense à la scène de la patinoire aussi, qui est une des scènes les plus belles que j'ai vues cette année, et même presque peut-être des 10 dernières années. C'est un film fantastique, et il parle à la fin de cet amour de cet amour avec les personnes où on a voulu être embrassé, où on a voulu embrasser et qu'on n'a jamais pu, et comment ces amours nous ont construits, et comment en fait ces amours sont devenus ce qu'on est maintenant. Et le plat, donc Juliette Armanet est une restauratrice, et le plat final qu'elle fait, donc je spoil un peu, 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Donc c'est un sucre avec du café, c'est ce qui représente très bien cet amour. C'est un amour réconfortant, mais un peu amer, mais qui nous construit. Je trouve ce film fabuleux. Bon, je ne vais pas laisser la parole à Maxime ce pisse froid, parce qu'il a détesté ce film. Du coup... J'adore ce film. J'en ai chialé pendant 20 minutes, vraiment après. T'as chialé 2 fois du coup, vu que tu l'as vu 2 fois. Oui, j'ai chialé aussi les 2 fois aussi. Mais pour moi, c'est un film fabuleux. Donc n'écoutez pas les avis qui vont passer après. Voilà. Du coup, on va faire parler les autres, mais c'est vrai que tu l'as dit, mais moi, pour le coup, j'ai absolument pas ressenti ça. J'ai vraiment eu un gros problème avec le film parce que j'avais vu le court-métrage. Tu n'as pas d'âme, Maxime. Il y a déjà un petit moment. J'avais déjà vu le court-métrage et je trouve que le court-métrage parlait très, très bien justement de ces thèmes-là. Et le long-métrage le perd justement avec cet aspect de comédie musicale qui est implanté. Alors oui, de base, moi, je suis pas un grand fan de comédie musicale, c'est vrai. Mais là, vraiment, je trouve que les chansons, je les trouve, c'est horrible, mais je les trouve massacrées. C'est le but qu'elles soient massacrées. C'est des mecs qui ne savent pas chanter. C'est
c'est toi-même qui chante par exemple sous la douche. C'est représenté comme ça. Ouais, mais moi quand je chante sous la douche, je chante bien. Non, tu chantes pas bien. Ça, t'en sais rien. T'es pas avec moi sous la douche. Mais c'est les musiques qu'on massacre en soirée. Par exemple, la boîte de nuit. Tu massacres ces musiques, mais c'est pour ton bien. Et c'est la première fois quand dans une comédie musicale, je vois ça. Les musiques massacrées, mais qui sont tellement bien. Bah, moi j'ai un problème. Je vais te couper tout le temps, je suis désolé. Bah, non, faut pas couper. Et surtout, faut laisser la parole aux autres. Donc, je vais me tourner par exemple vers Lucas. Lucas, qu'est-ce que t'as pensé du film ? Moi, je suis d'accord avec lui. Oui, bah oui. Merci, Lucas. Je t'aime, Lucas. Le néo-romantisme marche exceptionnellement bien grâce aux deux acteurs, mais je vais quand même c'est pas objectif, mais bien sûr. T'inquiète, écoute bien. Les musiques sont maladroitement mis en fabrication, c'est-à-dire on l'installe, c'est mal installé. Mais après, même si c'est mal installé, on passe un super moment. On est dedans, on est plongé. Et non, quand on est plongé, on voit pas l'erreur. On se dit, mais vas-y, mets-moi du Cabarro, mets-moi du Dalida. Du Dalida, du. Mets-moi du je danse avec vous. Donc ça marche. Mais les musiques sont maladroitement mal installées. Voilà. Mais niveau mise en scène, évidemment, il se repose beaucoup sur son court-métrage, sur, par exemple, des détails comme le carnet de référence du père, avec un petit détail sur la princesse, tout ça. Il y a des détails où il se repose beaucoup sur le court-métrage, mais je trouve il retenit bien. Il se renouvelle pas, mais il retenit bien. Et il amène à être un bon film. Qui était, pour moi, personnellement, le court-métrage était vraiment correct. Le court-métrage était vraiment excellent, je trouvais, justement. Il soulevait super bien ces problématiques, les problématiques sociales qu'il devait soulever, justement. Donc, le déchirement familial, l'attachement à la communauté, enfin, la communauté plutôt au paysage campagnard plutôt qu'au paysage urbain. Il fait pareil, là. Et ben moi, le film, je trouve qu'il le perd, au fait. Il le perd par cet aspect comédie musicale, à toujours vouloir. Vraiment, il y a certaines chansons, ça y va au forceps. Et moi, je l'ai ultra mal vécu. Et chaque fois qu'il y avait une musique qui commençait à s'entamer, qu'on avait un personnage qui commençait à rentrer dans un espèce de mood mélancolique, à vouloir chanter les chansons. Mais il en joue. Dis-moi Sofiane. Sofiane. Il en joue, il y a la musique, je l'aime à mourir, ça commence et là, bam, ça cut. Donc ils savent que c'est rossé, donc ils en jouent et on rigole. Quand c'est comme ça, moi, je suis très content parce que justement, on dit, ok, allez, un massacre de musique rends-moi. Parce que moi, j'ai eu du mal avec ces trucs-là. Le film, comme toutes les comédies musicales, c'est parler de ses sentiments à travers la musique, pas à travers les paroles. Quand François Rollin chante mourir sur scène, c'est qu'il est capable de mourir pour son métier qu'il adore et que personne ne comprend, mais il veut essayer de partager son avis. Ouais, mais non, François Morin qui chante Dalida, moi j'ai pas kiffé. Qu'est-ce qu'on a pensé, Victor? Bon, c'est clairement pas mon film de l'année, mais avant de critiquer le film, j'aimerais quand même saluer la démarche, en fait. Je trouve ça assez osé de faire une comédie musicale en français quand même. C'est assez osé donc. Et oui, il y a plusieurs choses qui marchent. Je trouve qu'il y a une photo assez jolie au niveau pour parler un peu d'image. Les scènes de nuit de l'escale, elles sont avec les néons, tout ça, c'est quand même assez léché, quoi. On va pas se mentir. Et oui, et qu'est-ce qu'il y a d'autre qui marche aussi? Je trouve qu'il y a un plutôt bon humour dans le film. Comme tu disais, c'est un film assez doudou, assez bonne humeur, feel good. Et notamment la scène, la scène du dîner un peu dans la cabane là, avec les amis de Cécile. Je trouve, il y a une très bonne dynamique dans les dialogues, il y a un très bon humour. Il y a un tapeau comique qui est très fort, je trouve. Oui, voilà. Mais après, je comprends le côté... en fait, c'est un film je pense, ça va être le film préféré de beaucoup de gens, parce qu'en fait, il y a plein de biais, je trouve. Déjà, l'attache à la variété française. Moi, je suis pas du tout attaché à ça. J'ai pas du tout grandi avec les grands classiques de variété française, tout ça. Du coup, moi, je m'en foutais un peu. Après, grand classique... Non, mais classique de la variétoche française. Peut-être. Par contre, les soi-disant morceaux fédérateurs de la France. Ouais, après, je suis désolé, par exemple, pour moi, To Be Free...
Non, pour moi, Non, c'est mais je veux pas, dire, c'est voilà. pas, c'est pas un grand classique, tu vois. Non, mais un grand classique de la dans musique le française, sens, je le dis. Non, c'est juste grand des dans le gens qui sens où sont tout le beaux. monde le connaît, quoi. Et voilà. Et puis même le film se vend aussi un peu comme bah voilà, c'est une France. Enfin, ça parle de transfuge de classe avec le personnage de Cécile. Ça parle d'une France qui est un peu fracturée entre la capitale et sa province. Mais je trouve que quand même le message pseudo-sociologique, je trouve un peu léger et pas égocentré, quoi. Je veux dire, ces soi-disant morceaux fédérateurs sur lesquels ils arrivent justement à dialoguer, parce que aussi ce film, entre les personnages, il y a un non-dialogue constant. Cécile avec ses parents, ils n'arrivent pas à se parler autrement que par le boulot. Enfin voilà, ils montrent leurs oppositions par leur propre travail, tout ça, et puis ils se parlent à travers les chansons, tout ça. Moi je trouve que ce côté fédérateur, il est... Enfin oui, non, la variété française, en fait, ça fédère... Enfin, c'est une illusion, en fait, de trouver que ça universel, en fait. C'est universel pour les Blancs, de Paris. Non, mais là, c'est clairement une esprit de classe, en fait. Mais non, justement. Moi, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Non, mais justement, en fait, le fait de croire ça, en fait, c'est du... En fait, c'est une... Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais je trouve, en fait, ce film... Voilà, en fait... Très, très brièvement, ce film me fait trop penser à les chroniqueurs de quotidien et à Kian Kojandi, en fait. C'est ça qui m'énerve. Mais justement, on est à n'en peux plus l'opposé. de ce truc. On est à l'opposé. C'est des bobos parisiens. On n'est pas des bobos parisiens, là. Eh ben, attends, mais justement, en fait, ça les traite, ça traite de la province du point de vue des bobos parisiens. Je suis désolé, mais en fait, le traitement de la province en tant que faille spatio-temporelle où tout le monde est bloqué sur ses amourettes de lycéens et que voilà, Juliette Armanet, en fait, elle fait un petit passage chez les bouseux avec leur steak frites. Et voilà, c'est juste comme une parenthèse un peu, et après on les laisse de leur côté. Et Juliette Armanet, elle refait sa vie pendant que les autres, en fait, bah, ils ont pas bougé. Non, mais il s'est rien passé, quoi. en parlant de mon oui, c'est... Non, moi c'était pour parler de bobo parisien. Moi j'ai un bobo parisien que je connais qui peut venir en plateau là et qui peut parler de partir un jour. Il est où mon bobo parisien préféré là? Oui, c'est bon. Non, mais je vais pas rajouter grand chose parce que Victor a dit les termes. Voilà, merci. Voilà. C'est un film pour les fans de quarantenaires parigo, chroniqueurs de quotidien, quoi. Mais c'est vrai, et puis surtout. Genre à chaque fois qu'il y a un morceau qui commence, au bout de 20 secondes, il est fini, quoi. Même 15 secondes parfois, il n'y a rien qui s'installe. Tu connais que les paroles pendant 20 secondes. Mais bon. oui, mais même, il n'y a rien qui s'installe, les numéros sont mauvais. Moi, je tenais juste à dire que quand même, François Rollin, voilà, je sais pas ce qui est meilleur entre François Rollin et Joaquin Phoenix dans Joker Folie à 2. Par contre, pour chanter, ouais. Moi, je veux juste défendre François Rollin. Je trouve que les musiques les plus émouvantes, c'est vraiment avec François Rollin. Jamais touché. Arrête, Victor, de trop mettre en question sur le film. Non, mais vraiment, les passages musicaux. Non, les passages musicaux, Cécile de Nougaro. Mais ça ne marche pas. Bastien Bouillon en Philippe Candeloro, pareil, je comprends pas. Vous êtes tellement... et surtout, attends, Bastien Bouillon et ses potes, c'est vraiment la bande à Fifi, franchement. C'est Philippe Lachaud, Julien Ruti, Tarek Boudali. Je trouve leur groupe marche bien, justement. Non, mais je veux dire, je sais pas, c'est la source d'inspiration ou quoi? C'est ça que je comprends pas. Et dernière chose que je voulais dire, si vous aimez la musique française, comme ça, la variété française, moi, franchement, je kiffe. Toi, Victor, si j'ai bien compris. Moi, j'ai pas d'attache en vrai. Voilà. Enfin, juste voilà. Moi, j'aime bien, et pourtant, ce film-là m'a grandement déçu. Mais si vous kiffez la variété française, allez plutôt voir On connaît la chanson d'Alain Resnais, où là, il n'y a pas des réinterprétations, ils font que du playback. Mais c'est une inspiration. Mais c'est beaucoup. Oui, mais c'est beaucoup mieux. Bah voilà. Bah parfois, c'est bien de s'inspirer, mais si tu n'arrives pas à la hauteur du truc, bah en fait, ne fais pas de film. Ciao. Je vais casser un truc, je pense. Ne faites pas de film, c'est le message adressé à la réalisatrice. Et bah écoute, merci beaucoup Simon de ton intervention. Je finis juste. Non, tu ne finiras pas. Non, je finis juste. Je trouve que la fin est l'une des plus belles fins que j'ai vues depuis très longtemps. Allez, c'est terminé. C'est terminé. Et bah écoutez, les copains, j'ai vraiment eu beaucoup de mal moi à voir Juliette Armanet, qui pourtant est une excellente chanteuse, hein, donc elle a saccagé de très bonnes chansons. Bon, sauf Partir un jour, qui est avec EO de Tragédie, les pires morceaux de l'histoire de la musique française, voilà, faut se le dire. Donc je vais laisser une chance à Juliette Armanet de se rattraper. Vas-y, fais-nous rêver. J'en aurais passé des jours à te faire des chansons d'amour, au piano toutes mes gammes, au stylo tout mon game. Jour après jour, je ne sais que parler d'amour, toujours le même poème pour te déclarer ma flamme. Tu fais briller ma flamme, tout mon cœur pire
jamais la flemme. Au jeu des feux de l'amour, je donne sans réfléchir. T'as pas besoin de tes gammes pour jouer dans mon game. Je te déclare ma flamme, tu fais briller ma flamme, tout mon cœur pyromane, tu fais brûler ma flamme, l'étincelle de tous mes drames, t'as allumé la flamme, et comme jamais je crame, oui comme jamais je m'enflamme. Tu fais briller ma flamme, tu fais brûler ma flamme, t'as allumé la flamme, et comme jamais je crame. Tu fais briller ma flamme, tout mon cœur pyromane, tu fais brûler ma flamme, l'étincelle de tous mes drames, t'as allumé la flamme, et comme jamais je crame, oui comme jamais je m'enflamme. Tu fais briller ma flamme, tout mon cœur pyromane, tu fais brûler ma flamme, l'étincelle de tous mes drames, t'as allumé la flamme, et comme jamais je crame, oui comme jamais je m'enflamme. Oh, si ne m'en veux pas, si je ne te parle que de ça, ce sentiment en moi ne me laisse pas le choix, je te déclare ma flamme. Espérons que ça me fasse oublier ce mauvais film. On enchaîne avec le sanglant Destination Finale Bloodlines, 6e opus. Ah oui, bah c'est bon Hugo, on a compris. 6e opus de la saga où la mort vous pourchasse jusqu'à la mort en fait. Alors, est-ce que 14 ans après le dernier film sorti en 2011, nos chroniqueurs ont été conquis? C'est ce qu'on va voir. Drinks all around. Family, you don't get to pick the one you get. Just gotta love the one you got. I always knew this day would come. I got it. I don't think you got it. I held him off for years. Charlie, get up here. He's a relentless son of a bitch. Won't stop till he finishes the job. Death is coming for our family. I said, oh, 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 oh. Grandma, what's happening to us? Years ago, I had a premonition that started it all. I saw what death was about to do. I saved a lot of lives that night. Everyone needs to get off the dance floor! Lives that were never meant to be saved. But death doesn't like it when you mess with his plans. This book, it will show you everything you need to know to keep our family safe. It all started with Grandma. Death is coming for us because we were never supposed to exist. Watch out! Only by embracing death will it pass you by. Maybe death's not actually coming for our family. Because that would be crazy. Good luck. Hantée par un cauchemar terrifiant qui revient sans cesse, Stéphanie, étudiante à l'université, rentre chez elle pour retrouver la trace de la seule personne susceptible d'enrayer ce cycle infernal et de sauver ses proches du sort funeste qui les attend. On commence les débats avec Lucas. Qu'est-ce que tu as pensé du film, Lucas ? Alors moi, je suis on va pas dire fan, mais j'aime beaucoup les précédents. Je l'ai revu d'ailleurs, je l'ai revu pour se préparer au 6e chapitre, on va dire. Et alors,
moi j'étais absolument perplexe vu la bande-annonce. Parce que les destinations finales, ça montre des accidents très humains. Où on a peur, c'est-à-dire premier avion, deuxième accident de voiture, troisième manège, etc. Des horreurs qui peuvent arriver humainement. Là, le dernier, ça joue sur une tour un peu... dans quelle année en 1960 On est dans les années 50 en Amérique. Ouais. Environ. Donc, j'arrive pas à croire, j'arrive pas à me projeter, j'arrive pas à me dire ça peut m'arriver. Tu vois. Donc, la peur, l'angoisse, en moi, ne fonctionne pas. Sur cette scène-là, qui est la scène déclencheur de destination finale. Mais après, moi je trouve que ce film essaye de se renouveler d'une manière où les précédents sont extrêmement violents, extrêmement bruts, extrêmement pas rigolos. Et celui-là, ils veulent se renouveler en se disant que la mort c'est fun. La mort c'est bien, c'est vrai, et la mort c'est fun parce que visuellement c'est fun, c'est-à-dire les morts, tu vas en parler aussi, c'est assez dégueulasse, mais pas dégueulasse négativement, c'est que visuellement, numériquement, on va dire, c'est pas ouf. Bah ouais, il y a ce côté VFX un peu plastique, on voit que c'est pas naturel, et du coup ça rend l'action, et moi c'est ce que j'ai presque aimé, ce qui m'a fait prendre ça vraiment comme une comédie un peu débile, un peu nanardesque, c'est vraiment, on a ce côté, ça fait cartoonesque quoi. Vraiment, je l'ai pris un peu limite, il y a certaines morts, ça pourrait être un Tex Avery, tu vois. C'est ça, et donc ici tu vois les morts dans les précédents films, tu dis, oh, il y a un décalage de nom même, sur Destination Finale. Et c'est assez marrant parce que ce film-là fait un succès surprise, parce que personne ne s'attendait à ça. Et moi, le truc qui m'intéresse de me questionner, c'est Destination Finale. Les précédents étaient une angoisse où une génération a été vraiment vécue avec Destination Finale. Là, le nouveau, je me dis et je me pose la question, est-ce que ce nouveau, qui va renouveler un peu le nom, va-t-il redevenir une angoisse dans cette nouvelle génération? Moi je pense que non. Pourquoi? Parce qu'on le prend en ridicule, les morts. Parce j'ai envie de dire, on a un petit peu eu l'habitude d'avoir un cinéma toujours un petit peu plus violent, qui montre justement cette violence et qui n'hésite pas. On l'a pu le voir avec Terrifier par exemple. Bien sûr, non mais... C'est ce truc de rire de la violence en fait. Bien sûr, mais la mort nous amène à vraiment nous ramener à notre humanité, on n'est pas immortel, mais... c'est le nom qui change. Donc, voir les morts dans ce nouveau Destination Finale nous amène à dire vas-y, on va rigoler, c'est une comédie. Et bah, du coup, est-ce que Victor a rigolé? Non, je me suis clairement fait chier dans le film. Mais enfin, pourtant, je savais ce que j'allais voir. Moi aussi, j'ai un mini passif avec Destination Finale, parce que je fais partie de la génération qui a un peu connu ça. Voilà, les traumas des films avec les scènes dont tu parlais. Évidemment, quand j'étais petit, j'avais regardé les compilations sur YouTube, j'ai dû voir 2-3 extraits à la télé, tout ça. Vous avez une enfance pas très cool quand même, les mecs. non, mais c'est les trucs un peu typiques, si je puis dire, des trucs du collège où t'as un peu une fascination du gore, tu veux voir un peu l'interdit, tout ça, machin. Et du coup, je savais que j'allais voir un truc comme ça, où voilà, le but, le Destination Finale, c'est un film à pyjama party, c'est un truc que tu vas voir comme un nanar, quoi. Tu regardes ça avec tes potes quand t'es jeune, tu rigoles sur les morts dégueux, sur les... Bah oui, c'est un film de gamin, c'est un film d'adolescent. C'est un peu un espèce de scary movie, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois les gens se faire déchiqueter, les acteurs qui jouent mal, les personnages un peu bébêtes qui tombent dans des pièges nuls. Ouais, il y en a, c'est vraiment digne de téléfilm quand même. Et surtout voilà, le jeu mais sauf qu'en fait, celui-là, avec Destination Finale, en fait, moi, du coup, j'allais un peu le voir en hate watch. Et en fait, j'avais rien à hate watch, en fait, parce que je trouve qu'on a perdu le côté nanar des précédents. Parce que je trouve, j'ai l'impression qu'il a déjà plus de budget, du coup on perd le côté un peu fait maison, un peu nanardesque. Les morts, comme tu le disais, elles sont beaucoup moins traumatisantes que dans les anciens, parce que justement là il y a une volonté de renouvellement à faire les morts, les mises en scène de morts très cartoonesques et un peu plus spectaculaires, sauf qu'en fait le spectaculaire il est mou, quoi. C'est très mou, les mises en scène, il y a 15-30 minutes de mise en scène avec les petites pièces de domino qui vont... on voit le domino s'assembler pour qu'ensuite tout va basculer avec la mort en question, mais il y a 15 minutes de mise en scène de ça pour une mort qui dure 20 secondes et qui au final n'est pas très impressionnante et pas très recherchée, pas très originale, quoi. Je veux pas spoiler les morts parce que sinon il n'y aura plus aucun intérêt à voir le film.
Mais voilà, les morts sont pas dingues, les VFX sont laides à mourir. Vous parliez des VFX, la VFX du feu à l'intro, c'est oh là là, qu'est-ce que c'est laid. Il y a 15 ans de retard, quoi. C'est chaud, quoi. Et en parlant de retard, est-ce qu'on peut se tourner vers Hugo? Lui, c'est même pas un train de retard, c'est juste il a vu la première scène du film. Alors, moi, je suis le genre de mec par exemple, quand je regarde un John Wick, le sbire qui a été tué par John Wick. Je me raconte toute sa vie, genre, est-ce qu'il a des enfants, est-ce qu'il a des enfants, est-ce qu'il a un métier. T'as dû adorer The Last of Us 2, toi. Voilà. Et du coup, là, je déteste ce sentiment de tuer des innocents. Voilà. C'est genre, il y a aucun, en fait, les personnages dans ce film n'ont rien fait de mal. Du coup, pour moi, dans les films d'horreur, tu dois punir une personne qui a fait un truc mal. Et là, c'est juste de la cruauté facile. C'est trop gore pour moi. Et du coup, j'ai fait que 30 minutes du film, je suis barré. Et je m'en excuse pour ça. Voilà. Mais du coup, le concept de tuer des innocents, t'es au courant que c'est quand même la composante de beaucoup de films, parce qu'on pourrait citer on pourrait citer énormément de films comme ça. Mais les films d'horreur ont ce principe quand même que les personnages ont fait des mauvaises actions. Pas forcément. Non, pas forcément. Mais parce que regarde, moi j'en prends des juste mauvaises actions, mais représente une valeur qui n'est pas bonne. Non, je prends un exemple, The Thing de John Carpenter. Mais c'est des scientifiques. Oui. C'est des scientifiques, c'est tout. Oui. Mais ils ont rien de mauvais. Non, mais j'essaie de me justifier pourquoi j'ai pas aimé ça. Je pense qu'il y a surtout une espèce de barrière morale éthique. Je pense que à mon avis, c'est le fait que ce soit peut-être devenu trop violent pour toi, peut-être. Ouais, c'est juste trop violent, c'est trop gratuit, trop cruel. Et du coup, je me sens pas bien. Et du coup, je prends pas un plaisir. Et du coup, je me suis barré. Je m'excuse, mais j'essaie de justifier ça. Je n'arrive pas à concevoir comment on peut aimer ça. Et c'est drôle parce que toi tu t'es barré de la science alors que moi je suis hématophobe, je crains le sang et vraiment j'ai vu tout le film sans problème. Et non mais c'est trop cruel et ils ont rien demandé quoi. Et donc du coup t'as quitté Destination Finale pour aller voir Partir un jour. C'est ça, qui est un bien meilleur film bien sûr. Mais d'ailleurs j'aimerais revenir vite fait sur la mise en scène de Destination Finale. On n'en parle pas. En général c'est filmer la mort. Et ça c'est magnifique, filmer la mort. Pas la mort, les morts, mais la mort qui est invisible. Donc on m'a filmé la mort invisible. Ça, dans les destinations finales, c'est extrêmement fabriqué sur le vent, la radio. Oui. Moi je trouve justement c'est pas assez exploité. Mais en général c'est bien dans les autres destinations finales. Ouais. Dans le nouveau, dans la pièce, la tour, ça fait rien numérique. Et c'est ça, il y a jamais. Et j'aimerais juste dire, c'est Tony Knott qui est un acteur qui a été dans les précédentes destinations finales. Qui est un personnage de cette saga et il a eu lui il est mort cet acteur malheureusement d'un cancer et là il a eu vraiment la plus belle scène des destinations finales et ça c'est magnifique. Oui parce qu'on l'a pas trop dit mais il y a beaucoup de lore dans celui-là donc ceux qui ont vu les précédents je pense qu'ils seront assez gâtés. Et si vous avez pas vu les précédents ça peut passer aussi parce que moi pour le coup je l'ai pris comme une bonne rigolade et j'ai passé un bon moment alors que je n'ai vu aucun des autres avant, c'était le tout premier que j'ai vu. Écoutez, merci beaucoup. On termine notre partie débat avec un film documentaire, chose que l'on n'a quasiment jamais au programme de TCS, au même titre qu'on n'a quasiment jamais de femmes aussi d'ailleurs, hein, ça se voit sur le plateau ce soir. Enfin bref, le documentaire s'intitule Se souvenir des tournesols. Alors qu'est-ce que cette parenthèse florale, est-ce que cette parenthèse florale aura fait du bien à nos chroniqueurs ? C'est ce qu'on va voir. Mais on est dans la diagonale du vide. Non, le Gers c'est pas vide. Les formations que vous avez choisies, si elles existaient ici, vous resteriez ici. La campagne, c'est à la fois tout ce qui est le côté paisible. On dit diagonale du vide, mais c'est juste que les gens ne savent pas s'occuper. Parce que moi, tu mets une forêt, un lac. J'ai pas besoin d'autre chose. Hein. Pourquoi tu veux être agriculteur ? Parce que j'aime ça et j'aimerais travailler dehors. Et à la fois, un peu ce côté festif du fait d'être dans le sud-ouest. Bravo! C'est super!
Dans tous les cas, faut partir, donc on n'a pas trop le choix. Moi, ça me fait peur, la ville, maintenant. Mais oui, on a toujours vécu à la campagne. Et j'aimerais ne pas lâcher ça, si possible. Pour la vie. Ça va, Anaïs. Tu seras toute seule avec papa et maman. Moi aussi. Même pas vrai. Partir ou rester, c'est le dilemme d'Anaïs, 17 ans, profondément attachée à son Gers natal dans le sud-ouest de la France et à ses amis de la fanfare. Son bac en poche, elle devra quitter sa famille et la vie à la campagne. Au fil de ce dernier été, Anaïs prend conscience de ce qu'elle aime et doit laisser derrière elle la musique, les fêtes de village, la beauté des chants des tournesols. Mais comment avoir un avenir en pleine diagonale du vide ? Et on commence avec Victor. Qu'est-ce que t'as pensé du film ? Oh, c'est chiant. Hein. Oh là là. Vous êtes passé pour l'aigri, mais je suis désolé. Mais tu es l'aigri, t'inquiète pas. J'ai l'impression que ce soir, mais... c'est la fête à la saucisse pour partir un jour, et après vous êtes aigri comme impossible. Non, mais en fait, mon ressenti en sortant de la séance, c'était que j'ai vu vous savez, les reportages de l'après-midi, du dimanche après-midi de TF1 là. Oui, je vois. Vous voyez, ceux qui durent un peu 1 heure, 2 heures, voilà, sur une région en particulier. C'était ça, avec une plus grosse caméra et des couleurs un peu plus jolies, quoi, un peu sur des tons pastels, tout ça. Et encore, voilà. je trouve ça très fade parce que oui, c'est très gris. Non, mais j'essaye de trouver des qualités, j'essaie de faire un truc un peu nuancé si je peux. Mais autre point intéressant après, c'est que moi je trouve que le film dialogue plutôt bien avec Partir un jour, qui sont sortis au même moment. Les deux sont sur un thème, voilà, de transfuge, du fait de quitter la province pour aller dans les grandes villes et tout. Et là où Partir un jour fait la destination Paris-province, Tournesol, c'est l'inverse. Et Tournesol, il y a un truc assez optimiste sur les provinces où justement on voit beaucoup de personnes du documentaire qui justement ne veulent pas partir en ville. Ils ne veulent vraiment pas là. Et Partir un jour, on a Cécile qui justement ne veut pas aller en province parce que voilà, boulot, Paris, tout ça. Et puis je vais pas retourner voir les autres de la campagne, quoi. Et là, Tournesol, voilà, c'est un sujet plutôt intéressant, mais dans Tournesol, je trouve que ça reste quand même assez superficiel quand même. Enfin, il y a aucun enjeu réel. C'est pour ça que je parlais de reportage TF1, c'est que le truc est très neutre, très lisse. Ça fait la pub du Gers et de la banda et voilà. Bon, il y a quelques musiques sympas du coup de la banda qui. La Catador. Voilà. Je suis désolé, je connais pas du tout le lore de la région. La tout ça. Moi, je du suis sud-ouest qui va pouvoir te répondre et qui connaît les musiques. Moi, je suis des Ardennes et tout. Enfin, je suis là depuis septembre, donc j'ai pas trop tout ce lore. Mais voilà, et je sais pas si j'avais. Ah oui, non, par contre, sur les moins, parce qu'il y en a, les voix off dans un documentaire, je suis désolé, mais moi je peux pas. Elle est utilisée juste au début, juste à la fin. Mais en fait, il y en a. Enfin, ça te sort du documentaire direct dès le début et à la fin. Moi, je suis pas d'accord parce que justement, en fait, la voix off, c'est la voix de la réalisatrice. Oui. Et je trouve justement parce que la réalisatrice, au fait, à travers l'histoire de cette jeune fille, elle raconte aussi son histoire parce que c'est son histoire qu'elle a vécue du fait qu'elle était à la campagne, elle est partie à la ville pour faire ses études. Et je trouve justement que c'est très bien parce que faut pas oublier. Moi je trouve qu'il n'y a pas besoin en fait, le film parle de lui-même tout seul en fait. Non, parce que si elle avait pas sa voix off, ça aurait été une histoire sur la personne sur laquelle elle se concentre, sur la personne d'Anaïs. Oui, en l'occurrence, c'est pas le personnage d'Anaïs qui compte, c'est la représentation du personnage d'Anaïs qui du coup est une représentation de la réalisatrice. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu en tout cas. Oui, mais si on le voit comme ça aussi, c'est un peu égocentrique vis-à-vis du documentariste, quoi. Genre, enfin, quand t'es documentariste, tu filmes tu veux filmer un objet extérieur et tout non, machin. parce que à la base, vouloir le ramener sur toi-même par une voix off, je trouve ça assez égocentrique. Et en plus, la voix off n'a aucun intérêt. En fait, le film dit ce qu'elle dit déjà en voix off, en fait. Mais parce que la réalisatrice, en fait, c'est une faute de goût, limite. Moi, je vois pas ça comme de l'égoïsme. Je vois juste ça comme le fait qu'elle parle de son histoire. C'est tout. Je vois pas ça comme un truc égoïste. Et du coup, qu'est-ce qu'il en pense, le gars du sud-ouest ? Alors, moi, du sud-ouest. Alors, je connais toutes ces villes, Nogaro, Agnes et tout ça, parce que j'y passe souvent en vacances, c'est là où mes grands-parents habitent. Et toutes ces fêtes de village, je les connais. Mais le film ne représente pas qu'est-ce que c'est les fêtes de village. Il ne rejette pas ce qu'on peut vivre, les beaux souvenirs qu'on peut vivre. Voilà, donc ça, je trouve ça dommage. Il manque les moments de cuite pour toi ? Peut-être un peu. Mais encore, il y a un peu de moments de cuite dans le film. Oui, voilà. Il y en a un peu, mais c'est pas que ça. C'est de la convivialité, d'abord. Mais le film se perd dans trop de sujets, en fait. Il y a des sujets sur la campagne, le climat, partir dans les villes et tout ça. Mais ça reste... On n'en parle pas beaucoup, ça reste très superficiel, en fait.
Et donc c'est dommage. Et en plus, tu ne rends pas hommage en Le Gers en faisant un étalonnage très gris. Malgré que c'est très plat, le Gers, ça reste quand même une belle région. Et donc je trouve ça dommage et que je trouve ça un peu raté. Mais pourtant, ça devait être un sujet qui devait m'intéresser parce que je suis originaire de là-bas, quoi. Ouais, c'est triste. Enfin, on est à un point où un documentaire qui fait un peu l'éloge de la région, en fait, elle n'est même pas représentative pour les gens qui y vivent là-bas, quoi. Genre, c'est pour montrer l'échec du documentaire. Et surtout, tout est beau dans la campagne. Alors non, il y a des problèmes. Oui, voilà. Je trouve justement, c'est niais. Moi, je trouve en l'occurrence que les problèmes, ils sont soulevés. Alors, non, ils sont soulevés. Ils sont pas soulevés, mais je trouve qu'ils sont évoqués et parfois de manière plus ou moins subtile. Et je trouve que c'est ça qui marche. Par exemple, c'est tout con, mais il y a un plan, il y a même 2 plans sur une gare abandonnée. C'est tout con, mais il y a même pas besoin de mots, en fait, pour le montrer, pour le décrire. Ça fait partie de ces problématiques-là. Et je trouve justement que l'intelligence de ce documentaire, c'est qu'il arrive à soulever alors à la fois quasiment presque toutes les problématiques. Alors certes, il y en a qui peuvent trouver que ça peut faire beaucoup, mais moi c'est ce que j'aime, c'est que ça arrive à soulever, mais vu qu'il soulève beaucoup de trucs, il le fait toujours avec un peu de subtilité ou de manière tout en douceur. Au fait, il agresse pas. Et du coup, je voudrais me tourner vers celui qui vient de la campagne, mais de la campagne d'outre-mer. Lucas, qu'est-ce que t'as pensé? Moi, personnellement, j'avais étrangement hâte de le regarder parce que les campagnes, ça m'intéresse. J'aime plus la campagne que la ville, mais là je suis tombé sur un documentaire qui veut être un film qui veut être un documentaire. Je me suis dit à un moment donné, il faut s'asseoir. Là, j'ai pas vraiment réussi à chaque fois le début, je me dis, ouais, documentaire, la voix off, d'accord. Puis, on laisse les personnages vivre à travers le cadre. Donc, je me suis dit, ok, je suis pas intéressant. Et après, certains moments du film, il y a un mec qui parle devant les barres. Ça forme d'énergie. Je dis, mais ouais, mais arrête. Ah merde, je suis un documentaire en fait. Et là, ça cache. Puis, il y a une scène qui, moi, personnellement, m'a tué sur le siège. C'est le prof de musique qui dit devant la caméra, putain, il y a une collègue à moi qui va partir dans la ville, je crois, parce qu'elle a été prise, bon, n'importe. Et lui, il est tellement touché. Puis, il y a un chant, les deux, ils se regardent et ils se disent, putain, ça fait longtemps, tu vas me manquer. Ça a l'air mise en scène, c'est trop bizarre. Et là, on regarde, mais ça me fait énormément toucher. Mais vraiment. Et là, il regarde la caméra, et c'est bon. Et ça a été mais c'est bon. Oui, wow, mais là, ça s'est arrêté dans mon cul. C'est fou. Ça marche. C'est un défaut du film, c'est que toutes les paroles qu'il y a entre toutes les paroles qui entre deux personnages sont mises en scène et ça se voit et c'est l'un des plus gros défauts du film, je trouve. Oui, tu sens qu'en fait avant qu'il tourne, tu sens que la réalisatrice a dit bon alors là maintenant faut que vous parliez de ça, donc c'est pas naturel. Donc vous parlez entre vous et vous regardez pas la caméra, hein. Et en fait ça on le ressent vraiment. Est-ce que finalement c'est pas le risque au fait de vouloir parler de son histoire au travers d'un personnage qui n'est pas nous? Mais tu laisse-les les parler. Tu n'interviens pas dans la discussion. Bah oui, voilà. Et c'est le rôle même d'un documentariste, c'est d'être fantomatique limite. Quoi. Ils disent pas grand-chose, ils disent quelque chose quand même. Et donc forcer la discussion, ça rate tout en fait. Bon, voilà. Un documentaire, c'est la sincérité. Là, on ressent absolument rien. Bon, bah écoutez, l'équipe est plutôt mitigée sur ce documentaire. Et bah écoutez, il est l'heure de voir quel est le film préféré de l'équipe TCS, même si cette dernière a vraiment de mauvais goût cette semaine. Vous allez voir, c'est parti pour les tops. On commence avec le top 1 de chaque chroniqueur. Hugo. Partir un jour. Ah ouais, on a compris. Lucas. Partir un jour. Ouais. Non. Victor. Ouais, par élimination, partir un jour. Ouais. Voilà, vous êtes vraiment des tops de merde. Pour ma part, moi, c'est Ce souvenir des tournesols. J'ai vraiment kiffé ce documentaire. Je me suis retrouvé dedans. Alors pourtant, ça parle de la campagne du Sud-Ouest. Voilà. Alors que moi, je viens du Beaujolais. Le top global de l'ensemble de l'équipe TCS. En numéro 3, nous avons Destination Finale Bloodlines. En numéro 2, nous avons Ce souvenir des tournesols, grâce à moi qui l'a fait bien remonter. Et en numéro 1, nous avons Partir un jour, putain de merde. Alors, avec Hugo, on a vu un film qui s'appelle Accident domestique. Hugo, tu peux en parler un petit peu? Comme un peu Destination Finale, c'est cruel pour rien. Voilà. Alors moi, je tiens juste à vous dire, Accident domestique, je l'ai pris comme une comédie noire. En vrai, j'ai bien kiffé. C'est maladroit, c'est pas forcément toujours bien fait, ça fait un peu bâclé, mais j'adore le concept et en vrai je trouve ça marche. Moi il y a certains moments j'ai bien rigolé et je trouve les dialogues me faisaient marrer. Résumé du concept, c'est un bébé décapité, voilà. D'accord. Voilà.
par une table basse. Ça pourrait être le titre québécois de Destination Finale. Par contre, ça pourrait Accident être domestique. un scénario de Dupieux aussi, complètement. Et pour ma part aussi, j'ai vu Marco, l'énigme d'une vie, donc l'histoire vraie d'un homme qui a menti sur le fait qu'il était au camp de concentration durant la Seconde Guerre mondiale. Le film est intéressant, mais je trouvais qu'il y avait un problème au niveau du rythme notamment. Je trouve que le milieu du film, on a tendance à se perdre et à se faire chier un petit peu. Voilà. Et bien tout de suite, nous vous proposons une petite interview des gagnants du prix TCS lors de la dernière édition du 48 heures Homemade Edition. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Violine et Hugo, deux membres du collectif Les Machicoulis, qui a réalisé dans le cadre du 48 heures Homemade Edition, organisé par le collectif Polaire, le court-métrage Obscura. Ils sont ici après avoir reçu le prix TCS récompensant la ou les meilleures références à une œuvre de cinéma ou à un genre cinématographique. Bonsoir à vous, comment ça va ? Bonsoir, écoutez, ça va très très bien. On est ravis d'être présents ce soir avec vous. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous rappeler le concept d'un 48 heures pour ceux qui ne savent pas ce que c'est et du coup en quoi ça consiste ? En gros, le 48 heures, c'est on a des contraintes pour réaliser un court-métrage de A à Z jusqu'au montage en 48 heures. Et donc on avait des contraintes collectives et aussi des contraintes individuelles en fonction des groupes qu'on avait. Et puis voilà. C'était quoi vos contraintes, vous, par exemple ? Nous, les contraintes propres à notre groupe, c'était tourner dans la nature. Et puis, on devait faire un film de monstres. Et dans les contraintes communes, par contre, on devait intégrer une pomme, avoir un personnage qui s'appelait Marc ou Ellie et placer la phrase « et puis que dire ». Et ça n'a pas été trop compliqué de marier tout ça ? Parce que généralement, ça n'a pas forcément beaucoup de sens ensemble, les contraintes. Alors, filmer dans la nature, on s'est dit que pour un film de monstre, on pouvait facilement l'adapter. Pour ce qui est des personnages aussi, le prénom, ça n'a pas de souci scénaristique. Et puis sinon, par rapport... et puis que dire, on a quand même un peu galéré où est-ce qu'on pouvait la mettre parce que, et puis que dire, plus personne dit ça vraiment... sauf d'un point de vue un peu plus théâtral, donc il fallait qu'on la glisse comme ça entre... c'est toujours des phrases un petit peu compliquées. Ouais. Moi, je m'en souviens quand j'avais fait un 48 heures, la phrase que je devais placer, c'était nom d'une pipe à bière. Ouais. Et on était parti sur une chanson paillarde avec cette phrase-là. Ouais. Alors, dans votre film, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous a remis cette récompense, notamment, on aperçoit un plan qui fait référence à Nosferatu de Murnau, qui est sorti en 1922. La référence, elle était volontaire, du coup, j'imagine ? Soyons franches. Si, elle était... C'est la première chose que t'as dit. Bon, j'avoue. Alors, j'ai oublié ce détail, mais du coup, oui, il y avait bel et bien... j'avais quand même Nosferatu derrière la tête. Après, comment est-ce qu'on l'a réalisé à 3h du matin, je l'avais un peu oublié, mais... Non, mais en fait, quand on a commencé à parler du court-métrage, on s'est très vite dit, film de monstre, on n'a pas le budget pour faire un monstre, donc il faut le suggérer, déjà. Et on s'est dit, on le fait comme à la Nosferatu, on monte des ombres, à la limite, ça passe mieux. Et du coup, on s'est dit ça a été la première idée que tu as évoquée. Mais comme on est resté sur ça, au bout d'un moment, il s'efface un petit peu et on fait, en fait. Mais si, tu l'as évoqué très très vite, en fait. Et pour ce qui est, parce que du coup, c'est un film, film de monstre, film d'horreur, est-ce que vous aviez éventuellement d'autres références à des films d'horreur ? Est-ce que vous en consommez et que vous avez pu éventuellement intégrer, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs Alors moi personnellement les films de monstres c'est vraiment pas mon truc. Genre je sais qu'en première j'étais allé voir The Host de Bong Joon-ho et c'est un film que j'ai eu beaucoup de mal parce que je suis impressionné facilement. Donc du coup moi j'en consomme pas du tout, voire très peu à part quelques found footage mais... Et toi Violine ? Moi, c'est des films d'horreur, mais c'est plus tension psychologique. Genre, j'ai un gros coup de cœur pour Shining de Stanley Kubrick. Et sinon, je regarde pas tant que ça les films d'horreur parce que souvent, je trouve que c'est des films d'horreur qui font peur facilement juste avec des screamers et on n'a pas la tension en fait. C'est juste un moment de surprise et après, on s'amuse pas. Mais par contre, j'adore en fait les jeux d'ombre et tout ça. Enfin, j'ai fait beaucoup d'art plastique et moi, je kiffais faire des jeux d'ombre et créer de la lumière à partir de l'obscurité. Donc, ça revient en fait dans pratiquement tous les courts-métrages dans lesquels on joue et tout, quoi. Voilà. Et au niveau de ce 48 heures là, du coup on sait un 48 heures c'est très énergivore et ça demande beaucoup de sacrifices, notamment du sommeil. Comment est-ce que vous avez réussi à vous organiser surtout ce week-end ? Et
En fait, déjà, on n'a pas eu de problème scénaristique. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà fait, genre, par exemple, des 10 heures, où on avait 10 heures pour faire un film. Et c'était très sportif, parce que du coup, on avait du mal à se caler sur des idées, sur comment on allait créer des enjeux et tout. Et en fait, là, on n'a pas du tout écrit de scénario ni rien. Genre, on a juste balancé des idées entre nous. Et on s'est dit, ça pourrait faire. Et puis ensuite, moi, j'ai commencé à dessiner un storyboard pour faire des plans, des images. Et en fait, du coup, on a quand même gagné vachement de temps là-dessus. Donc, on a pu vraiment se préparer le vendredi soir, comment on allait tourner. Donc, du coup, on avait déjà prévu que samedi après-midi, on allait commencer vers aux alentours de 15-16 heures. Et ensuite, on s'était dit, on sait qu'on va rush toute la nuit pour offrir quelque chose de consistant. Et moi, j'ai une petite question un petit peu. Les machicoulis, ça vient d'où? Pourquoi ce nom-là? Alors, le concept est très particulier. J'aime le mot machikouli, dans sa sonorité, dans sa formation de mots. Et c'est un délire que j'ai depuis le lycée. Et quand il a fallu qu'on choisisse un nom de groupe, on n'avait aucune idée. Et dans la spontanéité, j'ai dit « Bon, machikouli ». Et comme on m'a laissé le téléphone entre les mains et qu'on a encore discuté pendant un quart d'heure, j'ai juste marqué machikouli. Et c'est juste parti de ça, juste parce que j'aime la sonorité du mot. Et c'est juste complètement débile. Moi, j'y voyais une référence à la famille pirate, mais visiblement non. J'ai grandi avec ça, mais vraiment, non, c'est juste que le mot machikouli, je le trouve beau dans sa sonorité. Non, mais purement sonoriquement parlant. Mais t'as raison, je le trouve très beau aussi, effectivement. Et enfin, où est-ce qu'on peut retrouver votre film pour le visionner, si jamais on a envie de voir Obscura? Du coup, vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube du Polaire Collectif. Et puis, de notre côté, on l'a pas posté sur les réseaux, donc... je pense que vous le retrouverez là-bas sur leur site. Vous avez peut-être des réseaux sur lesquels on peut vous suivre, si jamais on aime votre travail? Et moi c'est @Hugo, mais c'est très chiant à écrire, genre c'est _Hugo __ aussi, donc voilà. Bien Casburn. Et toi, Bio? Moi c'est juste @Vienne-Boinville tout en minuscule et accroché. Je me suis pas pété le cul, moi. Eh ben écoutez, merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à cette interview, mais aussi de nous avoir offert ce petit court-métrage. On rappelle que Obscura, comme tous les autres films réalisés dans le cadre du 48 heures Homemade Edition, sont à retrouver sur la chaîne YouTube 48 heures Film Homemade Edition. Violine et Hugo, vous restez avec nous pour le quiz de ce soir? Bien sûr que ouais. Il y a toute l'équipe aussi qui peut participer, donc vous pouvez être à côté d'eux aussi, il n'y a pas de souci. Et ben sans plus attendre, on passe au quiz présenté par Hugo. The game is on. C'est la mer noire. C'est votre ultime bafouille. I am sure, mais alors I am tout à fait sure que j'ai raison et que vous avez tort. Oh my God. What? No. Oh, vraiment. Anyway, lead on. Allons-y. Bonjour. Donc on va commencer ce quiz avec C'est dans le titre. Dans le quiz que j'ai fait, j'ai le nommé avec le mot quiz dans les films qu'on a fait, qu'on a critiqué. Donc nous avons Destination Finale, Partir un jour, Se souvenir des tournesols. Je prends un exemple, la semaine prochaine, on va critiquer Mission Impossible. Donc par exemple, je pourrais faire Mission Quiz. Vous l'avez compris? Ou Mi-Quiz Impossible. Ou Mi-Quiz Impossible. Donc là, c'est avec les trois films qu'on a critiqués aujourd'hui. Donc je rappelle, Destination Finale, Partir un jour et Se souvenir des tournesols. Moi, j'avais envie de partir sur soit à tous les coups. Il a choisi ce film parce qu'il adore. Donc j'ai envie de dire Partir un quiz ou Quiz un jour. Quiz un jour, c'est ça? Oh. Qu'est-ce que vous en pensez? Je rappelle que les équipes, c'est l'équipe des 48 heures et l'équipe de TCS. Hein Partir un quiz? Par quiz un jour? Par quiz. Ah. Non, ça fait un quiz par jour. Hugo, il est pas aussi intelligent pour faire des jeux de mots comme ça. Je sais pas. Faut enchaîner les propales ou... Moi je fais partir un quiz. Ou faut donner une réponse finale. Genre. Partir un quiz pour vous? Moi je trouve partir un quiz ça va bien. Partir un quiz, ouais. Moi je revole leur idée de par quiz un jour. Merde. Et non, c'était le quiz final. Oh. Oui, bon. Il a juste pris final quoi. Ouais. Ouais, c'est Hugo, il se fait pas chier. Musique de film. Vous allez atteindre une musique de film. À vous de deviner le film. C'est un rapport avec les films qu'on a critiqués aujourd'hui. C'est un Destination Finale? Non. Non, c'est... C'est pas forcément en lien avec le film, ça peut être avec les acteurs. C'est une intro de film d'horreur, ça. Ah non. Genre un truc générique, tu vois. Ouais, mais film d'horreur, non. Non. C'est... Ouais, un peu d'aventure, mais c'est plutôt médiéval.
Ah, le Seigneur des Anneaux? Non. Non, mais Excalibur. un acteur. Il y a Excalibur. Mais c'est pas, non, mais c'est pas le titre, mais il y a Excalibur dedans. Camelot. Ah, Camelot. Voilà. Non. Un point pour TCS. Donc, un or ou un bois. Retrouver parmi ces vraies infos si elles sont bonnes ou pas. Donc, un or, c'est bon, c'est vrai, et un bois, c'est faux. Okay. Donc, Otsanko, jury du Festival de Cannes, n'a aucune idée de ce qu'il fait à Cannes. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Non, je les laisse répondre parce que j'ai la réponse. Non, oui. J'ai pas d'infos. Non plus. Vas-y, on va dire vrai, hein, on va voir. En or, du coup. Info en or. En or. Info en or. C'est en or, effectivement. Il a dit, il sait pas ce que je fous là. Voilà, il a dit, je le cite, j'ai aucune idée de ce que je fais. Comme l'Académie des Oscars, quoi. Voilà un peu. Alors, un or ou un bois, la suite de la Choupe au Show sera avec Didier Bourdon et Pierre Richard. Un or ou un bois? La Soupe au Show, pardon. Voilà, j'arrive pas à le dire. Alors, je sais que j'ai vu passer le projet de la suite de Soupe au Chou, mais par contre, les acteurs, je sais pas. Je sais pas le casting. Parce qu'avec Info en bois. avec Didier Bourdon et qui t'as dit? Pierre Richard. Et Pierre Richard. Non. Un bois, et un bois. Eh bien, c'était bien un bois. Oui. Donc, j'ai pas de stylo, pardon. Vous pouvez prêter un stylo? Merci. Il fait mal son travail. Donc, 2-1 pour TCS. Non, ça fait 3-2 du coup. 3-2, pardon, excusez-moi, je sais pas compter. Un or ou un bois. La mairie de Cannes a conseillé aux personnes moches de pas aller à Cannes pendant la durée du festival de Cannes. C'est fort probable. Non, mais en bois. Non, mais je sais. Attends, parce que je crois qu'en plus j'ai vu passer un truc comme ça. Bah, c'est la mairie carrément. Mais je sais. La mairie de Cannes. Mais je sais pas. Après, ils ont peut-être pas dit ça de manière très claire. Ah oui, dans ton. C'est possible, là, c'est une Je crois que j'ai vu passer ça. Je suis quasiment sûr d'avoir vu passer ça. Moi, j'aurais dit en bois, mais il y a un dress code quand même à respecter. Si t'es pas bien sapé, tu passes pas. Moi, je dirais en or. Ouais, moi. Un or? Eh bien, c'était bien bois. C'est une info du Gorafi. Ah putain, mais c'est pour ça. Mais oui, j'ai vu passer. Toujours. C'est le Gorafi, c'est pour ça. Toujours 3-2. Bon, 3-2 pour TSS. Qui a dit je vais vous citer quelqu'un qui a dit cette citation. À vous de le retrouver. Je veux que les gens soient en sécurité et protégés. Je veux vivre du bon côté de l'histoire. Je suis un immigré. Mes parents sont des réfugiés chiliens. Tu peux le dire, hein? Oui, c'est Pedro Pascal. Ah putain, oui, bien joué. Bien joué. Bien joué. Elle en est trop fan. Donc, 3-3. Égalité parfaite. Il n'y a pas que le cinéma dans la vie. Donc, c'est simple, c'est une question de culture générale. Donc, vous savez que la semaine prochaine sort Mission Impossible. Enfin, cette semaine. Oui. Vous savez que Tom Cruise est dans une secte. Oui. Donc, la question suivante. En quoi croient les adeptes de l'Halo Hertz? Donc Halo Hertz. La secte où est Tom Cruise. Non, c'est les scientologues, c'est pas la même secte. Ah oui, putain, je suis con. La Terre est une projection informative comme dans Matrix. Il y a une civilisation avancée sous la couche terrestre telle que voyage au centre de la Terre. La Terre va bientôt disparaître comme par magie, comme dans le film 2012. La Terre est une télé-réalité pour extraterrestres, comme dans un jeu Truman Show. C'est quoi le nom précis? T'as dit le nom de la secte? Halo Hertz. Halo Hertz. Le Hertz, c'est pour. C'est pour la Terre. Oui. Ah, ok. Earth. Pardon, mon accent anglais déplorable. D'accord. C'est le franglish là qui passe pas. Halo Earth. Donc c'est Halo Earth en vrai. Juste parce que ça, c'est exploité dans le jeu Les Simpsons Hit and Run. J'ai envie de partir sur la 4ème et sur le fait que la Terre ce soit une télé-réalité pour les aliens, tu vois. Ok, et vous dites quoi vous? Mais après, je sais pas s'ils sont d'accord. Vous êtes d'accord ou pas? C'était quoi la première propale? Donc, il y a une civilisation avancée sous la couche terrestre. C'est une projection informative comme dans Matrix. La Terre va bientôt disparaître comme par magie, comme dans le film 2012. Ou la télé-réalité. Moi, je dirais la B. Moi, la 2, ça peut être bien parce que Halo, c'est. Vous dites quoi, vous? Halo, c'est aussi le langage informatique, c'est vrai. C'est Halo, H-A-L-O? Ou Hello? Oui. Hello. Halo comme le Halo. Ok. Le jeu. Voilà. H-A-L-L-O-W. Moi je partirais sur la 4ème et toi la 2ème. Dépêchez-vous parce qu'on perd du temps quand même. Oui, pardon. Deuxième. La deuxième aussi alors, la deuxième. Et la 4ème, t'avais dit c'était sur. La télé-réalité. Ah non, celle où le centre de la Terre là. Eh bien, c'est bien le centre de la Terre. Wow. Et voilà, en fait, ils croient qu'ils lisent les Bibliques qu'il y a l'enfer, le paradis. Ils croient qu'il y a une civilisation
sous-terrestre. Voilà. Wow. Donc 4-4 partout. Donc maintenant, on a le thème spécial de cette émission. Et on va partir sur la personnification de la mort au cinéma. Pas la mort, la personnification. Donc, merci de Québec. Je vais vous dire un titre québécois. À vous de retrouver le titre original. Donc là, je dis Le Dernier des Héros. Il y a des Mohicans. Quoi Il y a des Mohicans. Le dernier des Mohicans, non? Attends, le dernier des héros, t'as dit? Ouais. C'est une question de rapidité. Ça prouve à quel point on est nul. Ouais. Le titre en français ou en anglais? C'est un titre en anglais. québécois. Ah, ok. En anglais. The Last Hero? The Last Hero Man? Non. The Last Man Hero? The Last Man. Vous l'avez pas? C'est Last Action Hero. Ah oui, avec Et en fait, il y a Ian McKellen qui fait un caméo en tant que la mort. Bah oui. Voilà. Une réplique, un film, et je pense que ça va aller très vite là. Il était une fois 3 frères qui voyaient... Harry Potter, Oui, Harry Potter. Bah oui. Waouh. Je suis pas un Potterhead, désolé. La rapidité d'un escargot. Let's go. Merci l'Halluciné. Donc là, je vais vous réciter une critique que j'ai trouvée sur Halluciné. À vous de retrouver le film. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO pour son importance culturelle, cette œuvre fut l'une des premières productions scénarisées du genre et le premier vrai blockbuster. Rien que Les pour Dents de la Mer. Non. Le Rien que- Terrassé de Pumpkin. Quoi? Potemkin. Non. J'aurais tenté. Rien que pour ça, pour le statut culte et révolutionnaire du film, et le film est indéniable. Les stigmates du temps et les contraintes d'époque restreignent drastiquement les copies du film en Star version Wars. intégrale et ajoutent d'ailleurs à son caractère et à son aura sacré. L'expressionnisme allemand muet, la durée du long métrage, Non, tu non. peux le dire si tu veux. La durée du long métrage. Indépendance, Fritz Lang. Non, le jeu et la mise en scène théâtrale et donc aussi un montage haché peuvent bien évidemment et d'une façon très compréhensible. Métropolis. Métropolis. J'ai pas appris mon histoire du cinéma. Voilà. J'ai commencé à chercher, j'ai dit quels sont les films de Fritz Lang que je connais juste de nom. Métropolis. J'ai que Indépendance. Donc 6 pour TCS, 4 pour l'équipe du 48 heures. Très mauvais. On va pas se laisser battre. Le résumé raté. Donc je vais vous faire un résumé raté d'un film, à vous de le retrouver. C'est un chevalier suédois qui fait une partie d'échecs avec un mec un peu suspect. Le 7ème saut. Le 7ème saut d'Egmar Bergman. Donc 7 à 4 Évidemment, on pour parle de la 48 mort, heures. toi t'es trop fort. La Marion Cotillard. Je vais donner une description d'une mort venant d'un film culte. À vous de la retrouver. Tué sur le trône. Elvis. Non. Pulp Fiction. Oui, Pulp Fiction. J'avais Big Fish, Bien joué, un des bien joué. persos, il meurt celui. Oh là là. Casting de film. Je vais vous retrouver. Je vais vous citer, pardon, un casting d'un film. À vous de retrouver le film. Chantal Barouin, Philippe Catoire, Guillaume Lebon, Françoise Cadol, Michel Bardolet, Ramzi Bedia, Camille Cotin, Omar Sy. Attention, ce n'est pas l'acteur, c'est un doublage français. Ah. Oh waouh, ok. Alors, qui représente la mort, un évidemment. dessin animé qui est doublé par Omar Sy. C'est pas Saw de C'est bien Disney. Saul. Bien joué. Wow. Donc 8 à 5 pour l'équipe de C'est TSS. Marcy qui a fait le personnage principal. Le jeu des contraires. Question en rapidité, c'est le principe, c'est simple. C'est j'ai remplacé tous les mots d'un titre par ses synonymes. Et vous trouvez le titre original. Ah, synonyme ou antonyme? Synonyme, je me suis Ok. trompé dans le titre, D'accord, excusez-moi. ok. La diligence spectrale. Spectrale. La voiture Vaisseau de fantôme. l'espace. Le vaisseau fantôme. Non. Non. C'est quoi une diligence pour vous? Une calèche, la calèche fantôme. Presque. Le train fantôme. Non, pas le train fantôme. Le carrosse fantôme. Presque. Le carrousel fantôme. Non. J'ai presque. Le hautbois. Le cheval fantôme. Non. Bon, personne là? La brouette. C'est la charrette fantôme. Oh putain. Dommage, personne n'a 2 points. Je connais même pas. Et moi je dis train. Là, Sherlock Holmes. Quel acteur n'a jamais incarné la mort au cinéma? Oh. Est-ce que c'est Brad Pitt? Est-ce que c'est Whoopi Goldberg? Est-ce que c'est Christopher Lee? Ou est-ce que c'est Anthony Hopkins? Anthony Hopkins, c'est sûr qu'il a déjà dû faire la mort une fois. Brad Pitt, il l'a fait dans Rencontre avec Joe Black. Et les autres, je sais pas qui c'est. Tu es déjà là, regarde, tu es déjà à l'écran. C'est qui c'est, Lucas? Christopher Lee, c'est par exemple Saruman. Bah, moi, j'aurais dit- je sais pas s'il a joué la mort, mais je le vois jouer la mort, Anthony Hopkins. Je le vois trop. Bah moi, j'aurais dit justement Anthony Hopkins. Pour moi, il joue avec la mort, La mais question il vaut n'est un pas point, la hein. mort.
Pour moi, il a pas joué la mort, Anthony Hopkins, mais je sais pas. Vous dites Anthony Hopkins? C'est mon avis, toi t'es d'accord ou pas? Vas-y, tente. Whoopi J'aurais dit Goldberg. Anthony Hopkins. Je sais pas. Moi, je voulais choisir. Allez, faut donner une réponse, sinon je valide pas de réponse. Vas-y, La femme. Whoopi Goldberg. Wow, la femme. L'autre, c'est là. Alors, Brad Pitt a bien joué la mort dans Rencontre avec Joey Black. Whoopi Goldberg a bien joué la mort dans je le savais. Monkey Bone. Christopher Lee a joué la mort dans Discworld. Et c'est Anthony Hopkins qui n'a pas joué la mort. Il a joué dans Donc, Joe Black aussi, mais du coup il oui. joue avec la mort. Il joue avec la mort, effectivement. C'était ça le piège, bien joué. J'ai tout capté. Donc 8 à 6 pour l'équipe de TCS. Musique de film, ça va aller très vite. À vous de retrouver cette musique. Le chapeauté. Chapeauté, je l'ai eu là. Ah oui. Putain, J'ai juste inspiré. Alors Je que vais c'est pas regarder littéralement le la chapeau. meilleure allégorie de la mort de l'histoire. T'abuses un peu, mais bon, c'est pas grave. Hein? T'abuses un peu, mais c'est pas grave. Non, c'est vrai. c'est vraiment L'équipe, le point est pour le 48 heures. Merci bien. Ok, Duel Time. TCS est en tête avec 8 points. Vous avez le choix entre deux thèmes, soit massacre, soit mort à répétition. la meilleure. Et du coup, vu que c'est moi le chef d'équipe, il n'y a que moi qui peux répondre. C'est toi. Et oui, sinon c'est pas drôle. Vous n'avez pas des chefs d'équipe. on Donc, peut pas répondre. massacre Ouais. ou répétition, t'as dit? Massacre ou mort à répétition. Ah, mort à répétition. Allez, massacre. Massacre, ok. Donc j'aurai le thème mort à répétition. On commence par toi, Maxime. Ouais. Quel acteur a fait le plus de morts? Attends, t'as dit quoi? Mort à répétition ou massacre? Pardon. Non, moi je dis massacre. Ok. Quel acteur a fait le plus de morts au cinéma? Ok. Donc qui a tué des mecs au cinéma. Mhm. Et on voit en fait. Ok. Samuel L. Jackson, Mila Jovovich, pardon, Jovovich, ouais. Arnold Schwarzenegger et Keanu Reeves. Putain, c'est dur parce qu'en plus ils ont fait plein de trucs. Alors, Samuel L. Jackson, ouais. Mila Jovovich, déjà, elle a fait tous les Resident Evil, donc elle a plein de morts au compteur. Si vous répondez faux, vous perdez 3 points. Si vous avez la bonne réponse, vous gagnez 3 points. Schwarzenegger, il a eu plein de morts à mon avis avec les Terminator et les films d'action. Et Keanu Reeves, il a les John Wick et les Matrix aussi. Donc, par déduction, je dirais, il y a eu beaucoup trop de films là-dessus, donc je dirais Mila Jovovich avec, Ok. avec Resident Je note. Evil. À vous maintenant. On a eu 7. Donc, mort à répétition. Quel acteur a rencontré le plus souvent la mort, c'est-à-dire qui était le plus souvent tué? Est-ce que c'est Christopher Lee? Est-ce que c'est John Hurt? Est-ce que c'est Sean Bean? Ou est-ce que c'est Gary Oldman? Ah, il y a pas celui que je pensais qu'il y avait. C'est facile? Ouais. T'es sûr? Je Normalement. sais pas du tout. Parce que pour moi, c'était un monsieur avec une moustache. Mais Ils ont tous une moustache là. c'est pour ça. Je me Alors, suis fait... j'ai pas donné le premier. Parce que c'était trop facile pour moi. Ouais. Mais là, c'est parmi les 4. Je vais tenter le 4ème qui joue dans Dark Knight. Gary Oldman? Ouais. Ok. Vraiment. Donc, Je sais pas, je tente. je vais commencer j'ai aucune par vous. culture. Donc, John C'est fini. Hurt a 43 morts dans toute sa filmographie. Sean Bean a que 25 morts, étonnant. Gary Oldman a 29 morts. C'était sûr, c'était pas Et c'est bien, c'est Christopher Lee qui a donc 65 morts. Oh, bah, attends. À vous maintenant. Donc vous perdez 3 points. Tu peux Je parler m'excuse. avec nous. Tu peux venir là Oui, si tu veux. tu peux venir, mais c'est trop tard maintenant. On va finir par vous. Quel acteur a fait le plus de morts au cinéma? Donc Keanu Reeves a fait que 400 morts à peu près. Arnold Schwarzenegger a fait 842 morts. Samuel L. Jackson a fait 1734 morts. Ouais, il en a fait beaucoup. Mila Jovovich a fait 1299 morts. C'est Samuel L. Jackson qui a fait le plus de morts. Ah, pas Bah oui, grand chose. entre Ouais, Star mais je me Wars suis et dit, ouais, Kingsman. dans les films d'action, il arrête pas de tuer tout le monde aussi. Donc, c'est bien l'équipe de TSS qui a gagné. Ouais. 4 à 5. Bravo. Bravo à vous. On peut vous applaudir. C'était un beau combat. On peut vous applaudir parce que ouais, c'était serré effectivement. On Ouais. était très mauvais. Et bah, écoutez, non, je pense qu'on peut rester en place Ok. comme ça, t'inquiète pas. Et bah, merci beaucoup d'avoir réalisé ce quiz, Hugo. On passe maintenant aux petites recommandations de la semaine. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Alors toutes les semaines, les chroniqueurs et moi-même faisant part d'un coup de cœur plus ou moins lié au cinéma. On va faire un petit tour de table. Et bah, Hugo, quelle est ta recommandation? Le meilleur club de rugby au monde, vraiment, c'est le Castres Olympique, mon club de cœur. Et je voulais rendre aussi un hommage à un joueur qui est disparu récemment, qui est José Rojeke, qui est mort récemment. Je voudrais rendre hommage à ce joueur parce que c'est un des joueurs que j'adorais le plus. Je suis très triste par sa mort.
mais allez quand même regarder les matchs du CO. On est presque qualifié en phase finale, donc allez voir le Castres Olympique. Voilà, n'hésitez pas à aller voir cette équipe de foot. Non, je déconne, c'est du rugby. C'est du rugby, je n'ai pas précisé, c'est du rugby. Lucas, quelle est ta recommandation ? Alors, ma recommandation, ce n'est pas la mienne réellement, mais c'est la recommandation de ma petite sœur Amy, que j'embrasse, qui est le Lip et la chanson de Bruno Mars et Rosé, qui est Né. Et je vais dire ces mots à ma petite sœur, c'est elle vous recommande parce que c'est très bien, c'est excellent, parfait, et c'est un chemin de rock'n'roll qu'on suit petit à petit. Donc voilà. Merci beaucoup. On passe à Victor. Quelle est ta recommandation ? Oui, c'est ce que je regarde en ce moment. C'est Azumanga Daioh. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un animé de 2002 qui adapte le manga de Kiyohiko Azuma. Et c'est un animé humoristique slice of life où on suit 6 lycéennes japonaises et en fait c'est un humour très absurde avec un rythme très lent. Enfin, ça a beaucoup apporté à la culture un peu brain rot, shitpost, tout ça. Donc les Italiennes brain rot, c'est à cause d'eux là ? Non, quand même pas. Non, c'est quand même meilleure qualité. Puis c'est pas le même humour. C'est juste que voilà, c'est en fait on tue 6 lycéennes et elles sont un peu toutes neuroatypiques. Il y a beaucoup de blancs où elles commencent à phaser, à regarder dans le vide et tout. Enfin c'est un humour très spécial mais très drôle. Bon. Eh ben écoute, merci beaucoup. Moi, pour ma part, je ne déroge pas à la règle. Toujours des recommandations en lien avec le monde de l'automobile. Donc pour moi, ma recommandation, c'est la vidéo de Sylvain Lee sur YouTube qui s'appelle « Mettre des roues de bus sur une voiture, ça fait quoi ?» C'est complètement débile, c'est complètement taré, mais qu'est-ce que c'est drôle, putain de merde. Je suis désolé, mais voir une Citroën C1 avec des roues de bus, c'est extrêmement drôle. Ils sont complètement cons, mais c'est pour ça que je les adore, ces mecs-là. Vous voulez peut-être nous faire une petite recommandation de votre film, du coup ? Pour terminer, Obscura, allez voir. Simple, efficace. Au moins nous dire peut-être où est-ce qu'on peut voir. Non, mais parce que à tout moment on essaiera de le mettre sur YouTube, la version longue, parce que en plus dans le 48 heures on l'a fait raccourci. Donc, si vous avez une director's cut, c'est le moment de donner la chaîne YouTube ou quelque chose comme ça pour aller le voir. Le truc c'est qu'il faut quand même qu'on change la musique parce qu'on la tient du jeu vidéo Little Nightmares 2 parce que je trouvais que c'était une ambiance incroyable quand même. Mais du coup en termes de droits d'auteur on n'est pas hyper au max. Faut faire gaffe à YouTube. Il faut faire gaffe à YouTube. Voilà, donc du coup on va juste changer ça, on va regarder s'il y a une musique qui peut rentrer un peu dans le même thème et puis on poste tout ça, ouais, bien sûr. Et écoutez, allez voir Obscura. Merci du conseil. Il est l'heure de clôturer cette émission. Un grand merci à Hugo, Lucas et Victor d'avoir été présents au plateau, mais également à Yanis, Costa et Simon d'avoir été ce soir en régie. Un grand merci à l'équipe des Machicoulis d'avoir présenté et d'avoir accepté notre invitation, surtout d'être venus présenter leur court-métrage. Il est à retrouver avec tous les autres films sur la page YouTube du 48 heures Homemade Edition. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment YouTube pour les replays et les vidéos des émissions, Deezer et Spotify pour simplement les réécouter, et Instagram pour regarder des reels passionnants où je n'étais pas la semaine dernière d'ailleurs, j'étais dans très peu de reels, c'est dommage. La semaine prochaine va être chargée puisque une émission spéciale débrief Festival de Cannes vous attend, l'occasion de retrouver Luca Bernardini et Hugo Paccard qui étaient partis faire bronzette là-bas aux frais de la radio et accessoirement voir quelques films au cinéma et prendre des selfies avec Alain Chabat aussi. Pour finir cette émission, je tenais à m'excuser lorsque j'ai dit que Partir un jour était un mauvais film et une mauvaise chanson. C'est pour ça que je vais notamment faire plaisir à Hugo et me faire pardonner sur la chanson en la mettant pour la pause musicale de fin. Non, je déconne, je m'en bats les couilles de cette musique de merde. Je vais mettre une musique de Taxi, voilà. Allez, The Cinema Show, c'est tous les mercredis de 19h à 20h30 sur Radio Campus Montpellier et c'est encore un peu maintenant. Pas la semaine prochaine, ça c'est sûr. Allô? Ouais, allô, chill? Ouais. Ouais, c'est moi. Tu vas bien? Ça va? Ouais, je t'appelle, c'est parce que j'ai écouté les instrus là pour Taxi et moi les trucs gays, franchement, ça le fait pas quoi. Pourquoi? Mon cœur, mes textes comme les temps sont durs. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu sais, les tensions durent. Réminiscence sombre aux couleurs d'améthyste. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu sais, mon âme est triste. Ouais, de toute façon, fais ce qui te plaît, hein. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre que ce que je suis? Chaque jour me dicte ces lignes, on souligne les plus tristes. Je prie plus, je flippe, je ris peu, je parle de moins en moins. Mon seul lien avec les miens reste l'écriture, une délivrance. Elle me libère de mes délires denses, mes résirances soutiennent. Faut que je déballe tout, mal me rend fou. Faut que je parle, qu'on râle, je m'en fous, je m'étale devant vous. Souvent, je lutte au plus haut degré, je planche pour écrire un sourire, mais ma plume flanche, feuille blanche étanche aux choses gays, c'est étrange. C'est pas que je veux pas, mais je peux pas. J'ai pas la tête à la fête, c'est peut-être que je ne suis que le fruit de mon époque. La vie se comporte durement, m'impose indûment cette prose puante à haute dose. Une forte névrose à son fait m'isole. Comme
Travis Bickle. Pour que je rigole, faut que je picole mes textes. Je voudrais que t'en ris, mais je dis que ça part mal. Croire en demain, on a le droit, mais au fond je m'attends pas à tant que ça. Entends le sale son, garçon. Si ça sent le souffle, c'est que je te souffle ma vie. Que s'ouvre à toi ceux qui souffrent. Alors profites-en tant que ce n'est qu'un disque. Que tant de fatalité crasse ne reste que ma réalité. Si j'arrivais seulement à rire, et rien ne m'amuse. Mon cœur, mes textes, comme les temps sont durs. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu sais, les tensions durent. Réminiscence sombre, couleur d'améthyste. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu sais, mon âme est triste. Mon cœur, mes textes, comme les temps sont durs. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu sais, les tensions durent. Réminiscence sombre, couleur d'améthyste. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu sais, mon âme est triste. À l'aube de l'an 2000, l'avenir est sombre dans les villes du monde. Je sonde, tant d'hommes tombent dans l'ombre. Grand nombre d'anges déchus, d'existence en dessus-dessous. Déçu je suis, dès le début j'ai su que Jésus se fout de nous. Tout de suite je l'ai lu dans les yeux des miens. Témoin forcé de forfait pour les moins. S'exposer les mains liées, la vie m'impose ses thèmes. Et que j'aime ou que je n'aime pas n'est pas le problème. J'en parle quand même, dénué de sens, dénué de scène, chaque jour me blesse. Et même si c'est ainsi, ça me laisse pantois. Reste que je ne peux l'admettre, ça me scie de voir ces trucs. Le temps et les gens passent mais rien ne change, personne s'arrête. Aujourd'hui il faut plus compter sur autrui. C'est comme ça que le monde marche et je sèche quand je cherche à comprendre. Écrire autre chose je voudrais, je suis sincère quand je dis ça. Mais on reproche pas à l'aveugle de ne pas voir, je sais ça. J'ai 23 ans, le ventre vide, avide de prendre goût aux choses. Peu commode, je m'accommode mal des modes de vie. Alors que me reste-t-il? Même ma musique pue le chien. Que suis-je en droit d'espérer pour demain? J'en suis là, cinglant, ce constat me consterne. Concerne pas que moi, conscient de ça. Comment lâcher pour la riser, diriger lyrics? Ce serait tissé d'hypocrisie, alors je lâche pas l'affaire. Et maudit soit les yeux fermés. Mon cœur, mes textes, comme les temps sont durs. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu sais, les tensions durent. Réminiscence sombre, couleur d'améthyste. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu sais, mon âme est triste. Mon cœur, mes textes, comme les temps sont durs. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu sais, les tensions durent. Réminiscence sombre, couleur d'améthyste. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu sais, mon âme est triste.